Les traces sont apparues dans la nuit, profondes, lourdes. Elles menaient droit vers un terrain infranchissable. Eleanor Garrison s'est agenouillée dans le givre à côté d'elle. Son souffle formait un nuage dans le froid de l'aube. Les empreintes étaient fraîches. Elles dataient peut-être de 4 heures. Elle a touché le bord de l'une d'elles avec ses doigts gantés. Le givre ne s'était pas encore formé à l'intérieur du creux. Récent, donc, très récemment en Elena Panam, elle a compris deux choses immédiatement. Quelqu'un avait violé ses terres, et cette personne connaissait des choses sur cette montagne qu'elle-même ignorait. Elle s'est relevée lentement. Ses articulations étaient raidies par le froid de novembre. Elle avait 38 ans, mais se sentait plus vieille les matins comme celui-ci. La haute montagne faisait ça aux gens. Elle les vieillissait, les burinait comme les rochers eux-mêmes. Elle a étudié les traces plus attentivement. Trois pères, trois hommes différents, à en juger par la taille des bottes et la longueur des foulées. Des bottes lourdes, de bonne facture, le genre qui coûte cher. Pas les chaussures usées de vagabonds ou de chasseurs occasionnels. Les traces menaient vers l'est, vers la section interdite de sa propriété. La vallée profonde où les wapitis venaient s'abreuver toute l'année. L'endroit qu'elle avait spécifiquement choisi de laisser sauvage, intact. Elle a suivi les traces sur une vingtaine de mètres avant de trouver le premier vrai problème. Les fils de détente. Elle les avait tendus sur les principaux sentiers de gibier il y a 3 semaines. Du fil de boyau fin, presque invisible, avec de petites clochettes sans laiton. Un système d'alarme simple. Si quelque chose de plus gros qu'un cerf traversait le sentier, les clochettes sonneraient. Elle les entendrait depuis sa cabane, même à un demi-mile de là. Les fils avaient été coupés. Pas cassés, pas rompus par accident. Tranchés net avec une lame. Elle s'est de nouveau agenouillée, examinant les extrémités sectionnées. La coupe était chirurgicale, précise. Quelqu'un qui savait quoi chercher. Quelqu'un d'entraîné. Du travail de professionnel. Elle a senti le premier frémissement de quelque chose de froid dans sa poitrine. Pas de la peur. Elle avait laissé la peur derrière elle il y a des années. C'était autre chose. De la reconnaissance, peut-être. La certitude qu'elle était tombée sur quelque chose de plus gros que quelques braconniers chassant le cerf pour l'hiver. Les strass continuaient au-delà des fils coupés, s'enfonçant avec détermination dans la vallée. Elle les a suivis, la main posée instinctivement sur le fusil en bandoulière dans son dos. Un Sharps calibre 45-70, le fusil de son mari. La seule chose de lui qu'elle avait gardée avec son nom. Le soleil du matin est monté plus haut, faisant fondre le givre. Les traces sont devenues plus nettes sur le sol qui s'amollissait. Elle a compté les pas entre les empreintes, notant le rythme. Ces hommes ne s'étaient pas pressés, ils marchaient avec assurance, comme si l'endroit leur appartenait, comme s'ils étaient déjà venus. Cette pensée la dérangeait plus que tout le reste. Elle a acheté cette terre il y a 6 mois. 2000 acres de nature sauvage dans les montagnes du Colorado. Un lieu si isolé que le voisin le plus proche vivait à 12 miles, au bout d'une route qui devenait impraticable en hiver. Elle l'avait choisi spécifiquement parce qu'aucun humain ne devrait passer par ici. Juste des wapitis, des ours, des pumas. Les créatures qui y avaient leur place. Pas des hommes avec des bottes chères et des couteaux aiguisés. Le sentier la mena à travers un couloir naturel entre deux affleurements de granit massif. Les rochers s'élevaient comme des murs de chaque côté, canalisant tout vers la vallée en contrebas. Elle avait emprunté ce chemin une 12aine de fois depuis l'achat du terrain. C'était l'une des routes principales que les wapitis utilisaient pour atteindre l'eau. Au bout du couloir, le sol plongeait brusquement. La vallée s'ouvrait en contrebas, luxuriante et verte malgré la saison. Un ruisseau permanent traversait le centre, alimenté par la fonte des neiges des sommets. L'eau ne gelait jamais, même au plus profond de l'hiver. C'était un habitat parfait, protégé, caché, violé. Elle s'est arrêtée au bord du précipice et a regardé ce qu'elle avait trouvé. Du sang. Pas beaucoup. Pas le genre de flaque énorme qui résulte d'une mise à mort. Mais assez. Des gouttes sombres sur les roches pâles près du ruisseau, dispersées d'une manière qui suggérait une lutte, de la panique. Quelque chose avait été abattu ici. Blessé peut-être. Forcé à courir avant de mourir quelque part plus loin dans les bois. Elle a descendu la pente avec précaution, utilisant les rochers comme prise. Le sang était encore collant au toucher, pas tout à fait sec. 12 heures, peut-être moins.
Elle a suivi la piste de sang sur une trentaine de mètres avant de la perdre dans les sous-bois denses. Mais elle en avait assez vu. La disposition racontait l'histoire. Un mauvais tir ou peut-être un tir délibéré. Quelque chose conçu pour blesser, pas pour tuer proprement. Cela l'a mis en colère. Elle avait chassé dans sa jeunesse. Tout le monde dans ces montagnes le faisait. Mais on tuait proprement, on respectait l'animal, on ne le laissait pas souffrir. Elle s'est redressée, balayant la vallée du regard exercé de quelqu'un qui a passé des années à lire le terrain, à chercher ce qui n'était pas à sa place. Il lui a fallu 3 minutes pour trouver la cache de chasse. Elle était bien faite. Elle devait leur accorder ça. Construite avec du bois mort et un filet de camouflage. Positionnée pour offrir une vue parfaite sur le principal point d'eau. La cache était récente, peut-être une semaine. Construite par quelqu'un qui comprenait l'art du camouflage et de la dissimulation. Elle s'en est approchée lentement, le fusil maintenant dans ses mains. Elle ne s'attendait pas à trouver quelqu'un à l'intérieur, mais restait prudente. La prudence était une habitude à laquelle elle avait appris à se fier. La cache était vide, mais pas l'abandonnée. À l'intérieur, elle a trouvé des douilles usagées, des munitions chères, du genre qui coûte 12 $ la cartouche, un fusil de grande puissance, à en juger par le calibre. Il y avait de l'argent sérieux derrière cette opération. Elle a ramassé les douilles, notant les marques du fabricant. Ce n'étaient pas les balles de chasseur du dimanche venu pour la viande de sœur. C'était de l'équipement de précision, de première qualité. Quelqu'un payait le prix fort pour tuer sur ces terres. La question était, que chassait-il? Eleanor Garrison n'avait jamais eu l'intention de retourner dans la haute montagne. Après tout ce qui s'était passé il y a 5 ans, elle avait prévu de disparaître complètement. S'installer dans une ville côtière, peut-être. Un endroit plat et bondé où une personne pouvait se perdre dans le bruit de la vie des autres. Mais les derniers mots de John avaient tout changé. La haute montagne. Il avait murmuré, du sang bouillonnant sur ses lèvres. Ils sont dans la haute montagne. Finissant. Elle l'avait tenu dans ses bras pendant qu'il mourait, là, sur les rochers où son cheval l'aurait soi-disant désarçonné. Elle l'avait tenu et avait promis. Promis qu'elle finirait ce qu'il avait commencé. Il lui avait fallu 5 ans pour comprendre ce qu'il voulait dire. 5 ans à fuir ce souvenir. 5 ans à essayer d'être quelqu'un d'autre qu'Eleanor Kincaid, la femme qui avait traqué des hors-la-loi à travers 3 territoires. La femme qu'on appelait le fantôme parce qu'elle pouvait trouver n'importe qui, n'importe où et le ramener. Morte ou vif, généralement mort, elle avait laissé cette vie derrière elle après le raid raté de Santa Fe. Trop de sang, trop de corps. Un garçon de 16 ans qu'elle avait abattu parce qu'il avait attrapé une arme. Un gamin qui aurait dû être à l'école, pas en train de mourir dans une ruelle avec sa balle dans la poitrine. Elle avait rendu son insigne le jour même. Épousé John Garrison 3 mois plus tard. Essayé de construire une vie normale. Mais la normalité n'avait pas duré. John enquêtait sur quelque chose quand il est mort. Ça, elle le savait. Il était resté secret à ce sujet. Il disparaissait des jours entiers dans les montagnes, revenant fatigué, inquiet. Il lui disait que ce n'était rien, juste des vieilles rumeurs sur des voleurs de bétail. Elle l'avait cru parce qu'elle voulait le croire. Maintenant, debout dans la vallée tachée de sang, avec des douilles chères dans la main, elle comprenait. C'était ça que John poursuivait, cette opération, quelle qu'elle soit. Et elle l'avait tué pour s'être approchée de trop près. Les mains d'elle se sont resserrées sur le fusil. La chose froide dans sa poitrine n'était plus de la reconnaissance. C'était quelque chose de plus chaud, de plus ancien. Le sentiment qu'elle avait essayé de laisser derrière elle en rendant son insigne. Le sentiment qui disait que quelqu'un devait payer pour ça. Elle a passé le reste de la matinée à suivre la vallée plus profondément dans sa propriété. Le terrain devenait plus accidenté, la végétation plus dense. C'était la section qu'elle n'avait jamais entièrement explorée. Trop isolée, trop dangereuse. Le genre de pays qui pouvait vous tuer si vous n'étiez pas prudent. Parfait pour cacher des choses. Le ruisseau l'a mené à un deuxième point d'eau, plus grand et plus ouvert. Une saline naturelle se trouvait à proximité, polie par des années de langues d'animaux. C'était un habitat de premier choix. Le genre d'endroit que toutes les créatures des montagnes finiraient par visiter. Le genre d'endroit où quelqu'un pouvait attendre et garantir une mise à mort. Elle a trouvé la deuxième cache de chasse sans même essayer. Elle se trouvait sur une crête surplombant l'eau, positionnée pour un tir net vers le bas,
une installation professionnelle. Celui qui l'avait construite savait ce qu'il faisait. Mais c'est ce qu'elle a trouvé au-delà de la cage qui lui a glacé le sang. Des traces de traînées, de profondes entailles dans le sol, là où quelque chose de lourd avait été tiré loin du lieu de l'abattage. Les traces s'éloignaient de l'eau, montant à travers les arbres. Elle les a suivies, son pouce s'accélérant. La piste l'a menée sur un quart de mile avant qu'elle ne trouve la route. Pas vraiment une route, plutôt une piste cachée, à peine visible à moins d'être juste dessus. Quelqu'un avait soigneusement placé des broussailles et des troncs d'arbres tombés pour la dissimuler de tous les angles, sauf au niveau du sol. Elle a écarté une section de bois mort et a regardé fixement. Des traces de chariots, des traces fraîches, plusieurs séries suggérant que plusieurs véhicules avaient utilisé cette route récemment. La terre était usée par un trafic répété, le genre d'usure qui vient de mois d'utilisation régulière. Ce n'était pas nouveau, cette opération était en cours depuis longtemps, bien avant qu'elle n'achète la terre. Peut-être même quand l'ancien propriétaire, Bill Hutchins, était encore en vie. Elle a suivi la route cachée sur un demi-mile, se déplaçant avec précaution maintenant. Alerte, la route rejoignait la route principale du service forestier à 3 milles à l'est. Une ligne d'approvisionnement parfaite, invisible depuis la route principale, accessible seulement à ceux qui connaissaient son existence. Dans un virage de la route cachée, elle a trouvé la station de traitement. Quelqu'un avait construit un cadre en bois robuste entre deux arbres. Des poulies et des chaînes pendaient de la traverse, conçues pour suspendre du gros gibier. Le sol en dessous était taché de sang séché. L'odeur de la décomposition persistait malgré le froid. Ce n'était pas un camp de chasse temporaire. C'était une infrastructure permanente, construite pour traiter des quantités importantes d'animaux sauvages. Elle a tourné lentement autour du cadre, examinant tout. Dispersés dans la zone, il y avait des bâches en plastique, des sacs poubelles industriels et des couteaux de boucher. La preuve d'une préparation de viande sérieuse. Mais ce qui la dérangeait le plus, c'était des tas. De petites collections de pointes de bois de cerf, de griffes d'ours, ce qui semblait être des dents de puma, triées et disposées comme un inventaire. Des parties de trophées, les pièces de valeur qui pouvaient être vendues à des collectionneurs. La viande sans valeur avait été jetée, laissée à pourrir. Ce n'était pas de la chasse pour se nourrir. C'était une récolte d'animaux à des fins lucratives. Prendre les parties de valeur et laisser le reste. Elle a eu la nausée. Elle avait déjà vu des opérations de chasse illégales à l'époque où elle était marshal, mais rien de cette ampleur, rien d'aussi organisé. C'était une industrie, froide, efficace et totalement sans conscience. Elle est restée là un long moment, respirant par la bouche pour éviter l'odeur. En train de réfléchir. John avait trouvé ça. Il avait découvert cette opération et avait essayé de la dénoncer. Et il l'avait tué pour ça. Ils avaient fait passer ça pour un accident. Un cheval qui désarçonne son cavalier. Tragique mais pas suspect. Personne n'avait posé de questions. Personne n'avait enquêté. Sauf que maintenant, elle était là. Et elle n'allait nulle part. Elle a fait demi-tour et est repartie vers sa cabane, se déplaçant rapidement maintenant. Elle avait du travail à faire, des preuves à rassembler, un plan à élaborer. Mais d'abord, elle devait en savoir plus. Elle devait aller en ville. Silver Ridge se trouvait dans une large vallée à 12 miles de la propriété d'elle. Population d'environ 300 habitants, la plupart éleveurs ou mineurs. Le genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde et où les étrangers étaient remarqués. Elle est arrivée en ville juste après-midi. Son cheval Rebel avançait d'un pas tranquille dans la rue principale. La ville était calme, quelques chariots garés devant le magasin général. Des hommes chargeant des provisions au bureau de fret. Les gens l'ont remarqué. Ils la remarquaient toujours. La veuve Garrison, la femme qui vivait seule dans la haute montagne, celle que personne ne connaissait vraiment. Elle a attaché Rebel devant le bureau du cadastre du comté et est entrée. Le greffier était un homme mince nommé Harrison, peut-être 50 ans. Il a levé les yeux de ses registres et lui a fait un signe de tête poli. « Madame Garrison, on ne vous voit pas souvent en ville. Je dois consulter des registres fonciers, a dit elle, les propriétés qui entourent la mienne. » L'expression d'Harrison n'a pas changé, mais quelque chose a bougé dans ses yeux. « Une raison particulière? Je suis curieuse de connaître mes voisins. » Il a hésité, puis a sorti les registres appropriés. Il les a étalés sur le comptoir pour qu'elle les examine. Elle a étudié les registres attentivement.
3 des 4 propriétés voisines de la sienne avaient changé de main au cours des 18 derniers mois. Toutes vendues au même acheteur, la Denver Pacific Land and Cattle Company. Elle n'en avait jamais entendu parler. Cette compagnie, a dit elle, ils sont du coin. Basée à Denver, a dit Harrison. Je ne sais pas grand-chose sur eux. Ils ont acheté par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats. Des ventes discrètes. Pas de publicité. Les 3 propriétés en 18 mois. C'est exact. On dirait que quelqu'un achète beaucoup de terres. Le visage d'Harrison était soigneusement neutre. Les terres changent de main. C'est les affaires. Elle a croisé son regard. Vous savez autre chose sur cette compagnie? Non, madame, juste ce qu'il y a dans les registres. Il mentait. Pas très bien, mais assez. Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas. Elle a laissé tomber. Pour l'instant, elle l'a remercié et a quitté le bureau, retrouvant la lumière du soleil de l'après-midi. La rue était plus animée maintenant. Plus de gens circulaient, plus de regards la fixaient. Elle a marché jusqu'à l'église au bout de la ville. Un bâtiment simple en bois peint en blanc, avec un petit clocher. Le père Mathias Cooper était le prêtre ici depuis 20 ans. Si quelqu'un connaissait les secrets de la ville, c'était bien lui. Elle l'a trouvé dans le jardin de l'église, s'occupant de quelques légumes de fin de saison. Il a levé les yeux quand elle s'est approchée, son visage buriné, s'illuminant d'un sourire. « Madame Garrison, c'est une agréable surprise. Mon père, qu'est-ce qui vous amène en ville? Tout va bien là-haut sur la montagne? » Elle est allée droit au but, Bill Hutchkins. Que pouvez-vous me dire sur lui? Le sourire s'est effacé. Le père Mathias a posé son outil de jardinage et s'est levé lentement, époussetant la terre de ses mains. Bill est mort depuis 6 mois. Pourquoi demandez-vous cela? J'ai acheté sa terre. J'aimerais en savoir plus sur l'homme qui la possédait avant moi. Le prêtre l'a étudié un long moment. Bill Hutchkins était un homme compliqué. Bon fond, je pense. Mais faible. Il a fait des choix qu'il a regrettés. Quel genre de choix? Le père Mathias a détourné le regard vers les montagnes visibles au loin. Le genre de choses qu'on confesse sur son lit de mort. Le genre de choses qu'on ne peut pas reprendre. S'est-il confessé à vous? Vous savez que je ne peux pas répondre à ça. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Le prêtre s'est retourné vers elle, l'expression grave. Bill Hutchkins est mort avec la conscience lourde, Madame Garrison. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais je dirais ceci. Si vous posez des questions sur sa terre, vous devriez être très prudente. Certains secrets sont gardés par les vivants, d'autres par les morts. Les deux sortes nous hantent. Elle a senti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air de novembre. Si vous savez quelque chose, mon père, quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passe sur ma terre, je sais ce que j'ai entendu en confession, a-t-il dit doucement. Et cela reste entre un homme et Dieu. Mais je sais aussi que Bill a essayé de réparer des choses avant de mourir. Il a laissé une lettre, une sorte de confession scellée. Où est-elle? Je la garde. Il m'a demandé de la donner à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Quelqu'un qui pourrait être capable de finir ce qu'il n'a pas pu. Le cœur d'elle battait la chamade maintenant. Suis-je cette personne? Le père Mathias l'a regardé un long moment. Revenez demain. Laissez-moi prier là-dessus cette nuit. Si le Seigneur me guide pour vous la donner, je le ferai. Ce n'était pas moi ce qu'elle voulait. Mais elle a hoché la tête. Demain, alors, elle a quitté l'église et est retournée vers la rue principale. Son esprit s'emballait maintenant. Les pièces commençaient à s'assembler. Bill Hutchkins savait quelque chose. Quelque chose qu'il avait essayé de confesser avant de mourir. Quelque chose à propos de sa terre. Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle a failli ne pas remarquer l'homme qui l'observait de l'autre côté de la rue. L'adjoint Thomas Wheeler, la seule force de l'ordre de Silver Ridge. Un homme d'une 50aine d'années à l'air fatigué, portant un insigne qui semblait trop lourd pour lui. Leurs regards se sont croisés. Le visage de Wheeler est devenu pâle. Il s'est retourné et s'est éloigné rapidement. Disparaissant dans le saloon, elle a arrêté de le regarder partir. C'était intéressant. L'adjoint avait peur, et elle ne lui avait même pas encore parlé. Elle a trouvé Sarah Whitmore à la pension de famille, en train d'étudier des dessins dans un journal en cuir. La jeune femme a levé les yeux quand elle est entrée dans la salle commune. Son visage s'est illuminé de reconnaissance. « Madame Garrison, j'espérais vous voir, Mademoiselle Whitmore. » Sarah a désigné une chaise. « Asseyez-vous, je vous en prie. Puis-je vous offrir un café? »« Non, merci, ça va. » Elle s'est assise quand même, étudiant la jeune femme. Sarah avait peut-être 29 ans, avec des yeux intelligents et des doigts tachés d'encre.
Une naturaliste de l'Est, avait-elle dit aux gens. Elle étudiait les schémas de migration des Wapitis. Je voulais vous remercier de m'avoir laissé travailler sur vos terres, a dit Sarah. Le troupeau de Wapitis là-haut est magnifique. J'ai documenté 17 individus différents jusqu'à présent. Vous avez été sur ma propriété. Juste la section est, près du sentier principal. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'aurais dû demander la permission d'abord. Qu'avez-vous vu? Sarah a hésité. Les wapitis surtout. Quelques traces d'ours, des empreintes de puma. C'est un habitat vierge, Madame Garrison. Exactement ce que j'espérais étudier. Rien d'autre? L'expression de la jeune femme a changé. Elle est devenue méfiante. Pourquoi demandez-vous? Parce que j'ai trouvé des preuves de chasse illégale sur mes terres ce matin. Une opération professionnelle. Je me demande si vous avez vu quelque chose d'inhabituel. Sarah est restée silencieuse un moment. Puis elle a pris dans son journal un morceau de papier plié. J'ai fait quelques croquis la semaine dernière, près de la crête nord. J'ai vu... Eh bien, voyez par vous-même. Elle a déplié le papier. Les dessins de Sarah étaient bons, détaillés. Ils montraient 3 hommes avec des fusils, un équipement coûteux. Ils se tenaient près de ce qui ressemblait à une station de traitement. C'était Cande, il y a 5 jours. J'étais debout tôt, essayant de surprendre les wapitis à l'aube. J'ai entendu des voix et je me suis caché. Ces hommes sont passés. Ils m'ont fait peur, Madame Garrison. Leur façon de parler, leur façon de se tenir. Ce n'étaient pas des chasseurs ordinaires. Vous ont-ils vus? Je ne pense pas. Je suis resté caché jusqu'à ce qu'ils partent. Mais je ne suis pas retourné là-haut depuis. Elle a étudié les dessins. Les détails étaient assez bons pour être utiles. Les visages des hommes n'étaient pas clairs, mais leur équipement l'était. Des fusils haut de gamme. Du matériel tactique. Je peux garder ça? Bien sûr. Madame Garrison, devrais-je m'inquiéter? Je veux dire, est-ce que je peux continuer mes recherches en toute sécurité? Elle l'a regardé. Elle a vu une jeune femme qui essayait de faire du bon travail, qui essayait d'étudier et de protéger la faune. Le genre de personne qui ne méritait pas de se retrouver mêlée à tout ça. Non, a dit elle honnêtement. Ce n'est pas sûr. Ces hommes sont dangereux. Quoi qu'ils fassent d'Aoud, ils sont prêts à tuer pour le protéger. Le visage de Sarah est devenu pâle. Tuer. Vous voulez dire? Je veux dire que mon mari est mort en enquêtant sur cette même opération il y a 5 ans. Et je vais finir ce qu'il a commencé. Mais vous devriez rester à l'écart. Très loin. Je devrais quitter la ville. Ce serait plus prudent. Mais alors même qu'elle disait cela, elle a vu quelque chose changer dans l'expression de Sarah. Pas la peur qui reculait, mais la résolution qui se durcissait. Non, a dit Sarah doucement. Non, je ne pense pas. Si quelqu'un doit témoigner de ce que j'ai vu, je le ferai. Je suis venu ici pour protéger la faune, Madame Garrison. Ça vaut la peine de prendre un risque. Elle l'a étudié un long moment. Elle a vu quelque chose qu'elle reconnaissait. Le courage obstiné de quelqu'un qui croyait dans quelque chose de plus grand que soi. Très bien, a dit-elle. Mais restez en ville, Cyril. Ne retournez pas sur la montagne, pas avant que ce soit terminé. Qu'allez-vous faire? Ce que je fais de mieux, a dit-elle en se levant. Je vais chasser. Elle s'est arrêtée au magasin général en sortant de la ville. Elle avait besoin de provisions, de munitions, de quelques denrées séchées pour compléter ce qu'elle avait à la cabane. Le magasin était bondé. Plusieurs habitants faisaient leurs courses, parlant à voix basse. La conversation s'est arrêtée quand elle est entrée. Tout le monde s'est retourné pour la regarder. Elle les a ignorés et s'est dirigée vers le comptoir. Le commis, un homme nommé Morrison, lui a adressé un sourire nerveux. « Madame Garrison, que puis-je pour vous? » 2 boîtes de 45,70, des haricots secs, du café, du sel. Il a rassemblé les provisions sans faire de commentaires, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle l'a regardé travailler, ses instincts en alerte maintenant. Tout le monde dans cette ville était nerveux en sa présence. Pourquoi? Elle a payé et se tournait pour partir quand elle a entendu le murmure. C'est elle, celle qui vit là-haut, l'ancienne propriété de Hutchkins. On dit qu'elle était une femme de loi avant. Plus qu'une femme de loi, on dit qu'elle était le fantôme. Elle s'est figée. Les conversations autour d'elle se sont tues immédiatement. Tout le monde la fixait maintenant, attendant. Elle s'est retournée lentement, balayant les visages du regard. Elle a vu de la peur, de la curiosité, de la méfiance. « Vous voulez me demander quelque chose? » a-t-elle dit à la cantonade. Personne n'a répondu.
Elle a pris ses provisions et est sortie. Mais le mal était fait. Les murmures avaient commencé. Les gens se souvenaient, faisant le lien entre Eleanor Garrison, la veuve discrète, et Eleanor Kincaid, la Marshal légendaire. Cela compliquait les choses. Elle a monté Rebelle et a quitté la ville, son esprit en ébullition. Les pièces étaient là. Elle sentait qu'elle commençait à former un motif. Les achats de terre, la culpabilité de Bill Hutchins, l'opération de chasse professionnelle, la mort de son mari, tout était lié. Elle avait juste besoin de trouver le fil qui reliait tout. Le soleil se couchait alors qu'elle remontait dans les montagnes. La température chutait rapidement. Au moment où elle a atteint sa cabane, l'obscurité était totale et les étoiles brillaient dans le ciel. Elle a décelé Rebelle et l'a mis dans le petit enclos. Elle l'a nourri, a vérifié son eau. Le cheval était son seul compagnon ici. Elle avait appris à s'occuper de lui d'abord, d'elle-même ensuite. À l'intérieur de la cabane, elle a allumé les lampes et a fait un feu. Elle a préparé du café et s'est assise à sa petite table, étalant ce qu'elle avait appris. Les registres fonciers, les dessins de Sarah, les douilles de la cache de chasse, et demain peut-être la lettre de confession de Bill Hutchins du père Mathias. Elle était proche de quelque chose. Elle pouvait le savoir. La question était jusqu'où cela allait-il et qui dirigeait tout ça. Elle laisse rester assise là un long moment, fixant les preuves, pensant à John, à ses derniers mots, aux 5 années qu'elle avait passées à fuir qui elle était vraiment. Elle avait essayé d'échapper au fantôme, mais peut-être que le fantôme était exactement ce dont cette montagne avait besoin. Dehors, le vent s'est levé. La température est tombée en dessous de zéro. L'hiver arrivait dans la haute montagne. Et la justice aussi. Elle s'est réveillée au son de voix, lointaines, à peine audibles par-dessus le vent. Mais elles étaient là. Elle est sortie de son sac de couchage, le fusil instantanément à la main. Le feu s'était réduit à des braises. À travers la fenêtre de la cabane, elle pouvait voir la première lueur grise de l'aube toucher les sommets. 4h30 du matin. Trop tôt pour toute activité légitime. Le moment parfait pour des criminels. Elle a enfilé ses bottes et son manteau, se déplaçant silencieusement. Elle a attrapé ses jumelles de campagne et est sortie par la porte arrière. Rebelle était déjà en alerte dans son enclos, les oreilles dressées, observant la piste vers l'est. Il les avait entendues, lui aussi. Elle s'est déplacée dans l'obscurité de l'aube comme de la fumée. Des années de pratique rendaient ses pas silencieux, même sur un sol gelé. Elle a grimpé sur l'affleurement rocheux derrière sa cabane, celui qui lui donnait une vue dégagée sur toute la vallée en contrebas. Les voies étaient plus claires maintenant. Elles venaient de la direction de la station de traitement qu'elle avait trouvée la veille. Elle s'est installée en position sur la pierre froide et a levé ses jumelles. 3 chariots, se déplaçant lentement le long de la route cachée, sans lanterne. Les hommes qui les conduisaient semblaient connaître la route par cœur. Ils se déplaçaient avec l'assurance de gens qui avaient fait cela de nombreuses fois. Les chariots se sont arrêtés à la station de traitement. Elle a compté 8 hommes qui descendaient. Ils se sont déplacés avec détermination, déballant du matériel. Des fusils chers même à cette distance. 4 des hommes portaient de beaux vêtements, des vêtements de ville, des manteaux de laine et des bottes en cuir qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Ce n'étaient pas des guides ou des chasseurs, c'étaient des clients, des hommes riches payant pour une expérience. Les 4 autres étaient clairement des professionnels. Ils se déplaçaient différemment, une allure militaire. Ils portaient des fusils comme des extensions d'eux-mêmes, vérifiant les mécanismes avec une efficacité exercée. L'un d'eux a pointé du doigt la vallée où elle avait trouvé les caches de chasse. Les clients ont hoché la tête, impatients. De l'argent a changé de main. Elle ne pouvait pas entendre les montants, mais elle a vu l'épaisseur des billets, des centaines de dollars, peut-être des milliers. Pourquoi? Le droit de tuer des animaux sur une terre qui ne leur appartenait pas. Le groupe de chasse s'est divisé en 2. Chacun a pris un guide et s'est dirigé dans des directions différentes vers les principaux points d'eau qu'elle avait découverts. Les endroits où les wapitis et les ours venaient de boire. Elle les a suivis avec ses jumelles, la mâchoire serrée. Elle a regardé pendant les 6 heures suivantes. Elle les a regardés tuer. Un puma d'abord, un grand mâle, probablement âgé de 10 ans,
Un animal magnifique. Le client l'a abattu depuis la cache, le guide dirigeant sa visée. Le puma est mort dans de mauvaises conditions. Il a fallu 3 tirs avant qu'il ne cesse de bouger. Ils l'ont longuement photographié. Le client posant avec sa botte sur la carcasse, souriant comme s'il avait accompli quelque chose. Puis un ours noir. Puis un autre. 2 wapitis qu'elle a reconnus d'après les descriptions de Sarah, faisant partie du troupeau que la naturaliste étudiait. Chaque mise à mort était documentée, photographiée. Les parties de valeur étaient rapidement retirées. Griffes, dents, bois. La viande était laissée à pourrir. À midi, le groupe de chasse était retourné à la station de traitement. Les guides ont suspendu les trophées au cadre en bois. Ils les ont dépecés avec une rapidité professionnelle. Ils ont emballé les parties de valeur dans des caisses. Les clients ont célébré avec des cigares et du whisky. Des bouteilles chères. Riant, se tapant dans le dos. Elle a baissé les jumelles. Ses mains tremblaient. Pas de froid, de rage. Ces hommes massacraient la faune pour le sport, pour les trophées, transformant sa montagne en un terrain de chasse privé pour des hommes riches qui voulaient prétendre être des chasseurs. Et ils faisaient ça depuis des mois, peut-être des années, juste sous le nez de l'ancien propriétaire, ou avec sa permission. Alors qu'elle regardait, l'un des guides a sorti une carte et a pointé du doigt la crête ouest, vers sa cabane. Les autres ont regardé, ont hoché la tête, puis l'un d'eux a pointé directement sa position. Le sang d'elle s'est glacé. Il savait. Il savait que quelqu'un vivait ici maintenant. Savait qu'elle s'était déplacée sur sa propriété. Peut-être avait-il même vu ses traces de la veille. Le guide a plié la carte et a dit quelque chose qu'elle n'a pas pu entendre. Mais elle a vu les expressions des clients changer. Inquiétude, souci. L'un d'eux a fait un geste dédaigneux. Quoi que le guide ait dit, le client n'était pas inquiet. Grosse erreur. Les chariots ont été chargés et sont partis juste après 1 heure de l'après-midi. Elle est restée en position jusqu'à ce qu'ils soient partis. Puis elle est descendue des rochers et est retournée à sa cabane. Elle avait beaucoup à réfléchir, et elle devait retourner en ville. Le père Mathias aurait pris sa décision maintenant concernant la lettre de Bill Hutchins. Silver Ridge avait le même aspect que la veille. Les mêmes rues calmes, les mêmes regards méfiants quand elle est arrivée. Mais quelque chose semblait différent. Plus tendu, elle a attaché Rebelle devant l'église et est entrée. Elle a trouvé le père Mathias dans le petit bureau derrière l'autel. Il a levé les yeux quand elle est entrée, son visage troublé. « Madame Garrison, je pensais que vous viendriez. Vous avez pris votre décision. » Il s'est levé, s'est dirigé lentement vers une armoire verrouillée et a retiré une enveloppe scellée. Le papier était jauni par le temps. Le sceau était intact. Bill Hutchins m'a donné ceci 3 jours avant de mourir. Il m'a fait promettre de le garder en sécurité, de le donner à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Il a tendu l'enveloppe. « Je crois que vous êtes cette personne. » Elle l'a prise avec précaution. A-t-il dit ce qu'il y a dedans? Une confession, des noms, des dates, des preuves de crime dont il avait été témoin, mais qu'il avait eu trop peur de signaler. La voix du prêtre était lourde. C'était un homme faible, Madame Garrison. Mais pas un homme mauvais. Il a d'abord essayé de refuser. Ils ont menacé sa famille. Sa fille vivait à Denver. Ils lui ont dit ce qui lui arriverait s'il ne coopérait pas. Qui l'a menacé? Lisez la lettre, tout est là. Elle a brisé le sceau et a déplié les pages. L'écriture de Bill Hutchins était tremblante mais lisible. Elle a lu en silence, le prêtre la regardant. La lettre était dévastatrice. Elle détaillait 8 années d'opérations de chasse illégales sur les terres de Hutchins. Comment il avait été approché par un homme nommé Clayton Voss. Comment Voss lui avait offert 5 000 $ par an pour fermer les yeux pendant que ses clients utilisaient la propriété. Comment Hutchins avait d'abord refusé. Comment il lui avait montré des photos de sa fille, lui faisant comprendre ce qui arriverait s'il ne coopérait pas. Alors, il avait coopéré, pris l'argent, regardé pendant qu'ils construisaient leur infrastructure, pendant qu'ils massacraient systématiquement la faune sur ses terres. Et la lettre citait des noms. Clayton Voss, l'organisateur. Un homme d'affaires de Denver avec des relations dans les compagnies de chemin de fer et les exploitations de bétail. Marcus Reed, adjoint du Marshal des États-Unis, l'homme qui avait enquêté sur des activités suspectes et n'avait rien trouvé. L'homme qui avait été le partenaire de John Garrison. Les mains d'elle se sont crispées sur le papier. Marcus Reed,
l'homme qui avait trouvé le corps de John, qui avait rédigé le rapport qualifiant cela d'accident, qui l'avait consolé à l'enterrement. Il était à la sorte de Voss depuis le début. Elle a levé les yeux vers le père Mathias, sa voix froide. Quand Hutchkins a-t-il écrit ça? 3 jours avant sa mort. Il était déjà mourant, un cancer. Il voulait réparer les choses avant de faire face à son créateur. Cette lettre mentionne mon mari, John Garrison. Le prêtre a hoché la tête tristement. Je sais. Bill a écrit que John avait posé des questions. S'était approché de trop près. Bill a essayé de le dissuader, mais votre mari n'a pas voulu écouter. Et Marcus Reed? Selon Bill, Reed a organisé la rencontre, a dit à John qu'il avait des preuves, l'a conduit sur cette crête où l'accident s'est produit. Elle se leva brusquement, la rage dans sa poitrine menaçant d'exploser. Ce n'était pas un accident. Non, dit doucement le père Mathias, je ne crois pas. Elle arpentait le petit bureau, se forçant à respirer, à réfléchir. Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé cela? Pourquoi garder le secret de la confession? Bill m'a dit ces choses sous le sceau du sacrement. Je ne pouvais pas trahir cette confiance. Mais la lettre, c'est différent. C'est son propre témoignage, son choix de le partager. Elle regarda les pages dans sa main. Des preuves, de vraies preuves, des noms, des dates, des paiements. Tout ce dont elle aurait besoin pour les présenter aux autorités fédérales. Il y a plus, a dit le père Mathias. Il y a un registre. Bill le gardait caché dans sa grange, des registres détaillés de chaque paiement que Voss lui a fait, chaque transaction. Il m'a dit où le trouver avant de mourir. Vous l'avez? Caché dans la cave de l'église. Je vais vous le donner. Mais Madame Garrison, vous devez comprendre quelque chose. Ces hommes sont dangereux. Ils ont déjà tué. Ils tueront à nouveau pour protéger cette opération. Je sais, et vous allez quand même les poursuivre? J'ai fait une promesse à mon mari. Je vais la tenir. Le prêtre l'a étudié un long moment. Vous n'êtes seulement Eleanor Garrison, la veuve, n'est-ce pas? Non. Eleanor Kincaid, le fantôme. Il l'a dit comme une prière. J'ai entendu les histoires. Tout le monde les a entendues. La Marshal qui pouvait traquer n'importe qui a ramené plus de hors-la-loi que n'importe qui dans le territoire. C'était il y a longtemps. Vraiment? Ou avez-vous simplement cessé d'utiliser le nom? Elle n'a pas répondu. Le père Mathias s'est dirigé vers la porte de la cave. Venez avec moi. Je vais vous montrer où se trouve le registre. Le registre était tout ce que Bill Hutchkins avait promis. Page après page de registres méticuleux. Date, montant, nom. Clayton Voss apparaissait sur presque toutes les pages. $5 000 à Bill Hutchkins chaque année. $2 000 à Marcus Reed tous les 6 mois. Des paiements à d'autres aussi. Des fonctionnaires locaux, des greffiers de comté, l'adjoint Wheeler. Tout le monde avait été acheté. Elle était assise dans la cave de l'église, lisant à la lueur d'une lampe. Le froid s'infiltrait à travers les murs de pierre. Chaque page la mettait plus en colère. Ils avaient bâti un empire sur la corruption, sur la peur, sur le massacre systématique de la faune protégée, et John était mort en essayant d'arrêter ça. Elle a fermé le registre et a regardé le père Mathias. Je dois envoyer un télégramme à Denver, au bureau du Marshal des États-Unis. Vous faites appel à la loi fédérale. C'est plus grand que la juridiction locale maintenant. Trafic inter-État, crime organisé. Ils devront agir. Combien de temps cela prendra-t-il? 3 jours, peut-être 4. Assez longtemps pour que je rassemble plus de preuves, que je m'assure que ce dossier est en béton. Et si les hommes de Voss viennent vous chercher avant? Le sourire d'elle était froid. Qu'ils essayent. Elle a envoyé le télégramme depuis le bureau de Silver Ridge cet après-midi-là, adressé au Marshal Benjamin Thorne à Denver. Elle avait travaillé avec lui des années auparavant, avant de rendre son insigne. Si quelqu'un prenait cela au sérieux, ce serait lui. Le message était simple. Épreuve trafic majeur faune sauvage. Multiples violations fédérales. Besoin de soutien. Eleanor Kincaid. Utiliser son ancien nom attirerait son attention. Lui ferait comprendre que ce n'était pas une blague. L'opérateur du télégraphe l'a dévisagé pendant qu'elle payait. Kincaid, je pensais que votre nom était Garrison. C'est le cas. Kincaid était mon nom de jeune fille. Mais le mal était fait. L'opérateur parlerait. Toute la ville le saurait avant la nuit. Eleanor Garrison était Eleanor Kincaid. Le fantôme était de retour. Elle est retournée là où Rebel attendait. Le soleil se couchait,
peignant les montagnes d'or et de rouge. Un pays magnifique, digne d'être protégé, digne de se battre pour lui. Elle montait à cheval quand elle a remarqué l'homme qui l'observait de l'autre côté de la rue, l'adjoint Wheeler. Il se tenait dans l'ombre du saloon, son visage pâle même dans la lumière déclinante. Leurs regards se sont croisés. Wheeler a tressailli et a détourné les yeux. Elle s'est approchée de lui à cheval. Adjoint, nous devrions parler. Je n'ai rien à vous dire, Madame Garrison. Madame Kincaid a fait un vote. Eleanor Kincaid. La couleur a complètement quitté son visage. Le fantôme, Jésus. C'est vous. C'est moi. Et je sais que vous êtes à la solde de Clayton Voss. J'ai vu le registre. Wheeler a commencé à trembler. Je ne sais pas de quoi vous parlez. 500 dollars 2 fois par an. C'est ce que Bill Hutchkins a enregistré. C'est ce que Voss vous a payé pour fermer les yeux pendant qu'ils menaient leur opération. Je n'ai pas... Vous avez pris l'argent. Vous saviez ce qui se passait. Et vous n'avez rien fait. Ils ont dit qu'ils me tueraient. Vous ne comprenez pas, ces hommes. Je comprends parfaitement, a dit elle, sa voix glaciale. Vous êtes un lâche. Vous avez pris de l'argent pour ignorer un meurtre. Oui, adjoint. Un meurtre. Parce que mon mari est mort en enquêtant sur cette opération. Et vous avez aidé à le couvrir. Je n'étais pas au courant de ça. Je jure que je n'ai juste pas posé de questions quand ils m'ont dit de ne pas le faire. Elle s'est penchée depuis la selle de Rebel, son visage près du sien. Voici ce qui va se passer. Dans 3 jours, des marshals fédéraux viendront à Silver Ridge. Ils vont démanteler toute l'opération de Voss. Et quand ils le feront, vous allez témoigner. Vous allez leur dire tout ce que vous savez. Ils me tueront. Peut-être. Mais si vous ne coopérez pas, je m'assurerai que vous passiez le reste de votre vie dans une prison fédérale. C'est votre choix. Wheeler pleurait maintenant. Que voulez-vous de moi? Des informations. Combien d'hommes Voss a-t-il à son service localement? Je ne sais pas. 8, 10. Certains ne sont que des guides, mais il y en a d'autres. La sécurité, des hommes de main. À quelle fréquence organise-t-il des parties de chasse? 2 fois par mois, parfois plus. Des clients riches de Denver, de Chicago, même de New York, ils paient 20, 30 000 dollars pour une mise à mort garantie d'animaux rares. Et Marcus Reed, le visage de Wheeler s'est tordu. Reed est celui qui rend tout ça légal. C'est un adjoint du Marshal. Il rédige les rapports qui disent que tout va bien. Dit au bureau fédéral que toutes les plaintes ne sont que des rumeurs. Vient-il à Silver Ridge? Parfois. Il reste généralement à Denver. Mais il est ici en ce moment. Il est arrivé hier. Le pool d'elle s'est accéléré. Où? Au Grand Hôtel, chambre 12. Elle s'est redressée sur sa selle. Marcus Reed était ici, en ville, en ce moment même. L'homme qui avait trahi son mari, qui avait organisé sa mort et l'avait qualifié d'accident. La rage dans la poitrine d'elle a flambé, brûlante. Une dernière chose, a-t-elle dit à Wheeler. Est-ce que Voss est au courant pour moi? Sait-il que je pose des questions? Wheeler a hoché la tête misérablement. Ces hommes ont rapporté que quelqu'un fouinait autour de la station de traitement, coupant à travers les bois. Voss a envoyé un message ce matin. Il vient lui-même à Silver Ridge demain. Pour faire quoi? Pour régler le problème. C'est ce que disait le message. Régler le problème avant qu'il ne s'aggrave. Elle a souri. Un sourire froid et dangereux. Dites-lui que je l'attendrai. Elle n'est pas allée à l'hôtel cette nuit-là. Autant elle voulait affronter Marcus Reed, autant elle devait être intelligente. Penser tactiquement, faire irruption dans sa chambre avec un fusil lui ferait du bien, mais cela ne servirait pas à la justice. Et c'était la justice que John méritait, pas la vengeance, bien que la frontière entre les deux devenait floue. Elle est retournée à sa cabane alors que la nuit tombait. La température était tombée en dessous de 0. Son souffle formait de la vapeur dans l'air. L'hiver était proche maintenant. Elle pouvait le sentir dans le vent. À l'intérieur, elle a ravivé le feu et a fait du café. Elle s'est assise à sa petite table avec le registre et les lettres de Bill Hutchkins étalées devant elle. Puis elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 5 ans. Elle a sorti le journal de John. C'était un petit livre relié en cuir, usé par des années d'utilisation. John l'avait tenu religieusement, y consignant ses pensées et ses observations. Elle en avait lu des parties après sa mort, mais jamais la totalité. Ça faisait trop mal. Mais maintenant, elle s'est forcée à commencer par le début. Les premières entrées étaient banales. Des notes sur le travail au range, des observations météorologiques.
Des plans pour améliorer la propriété. Mais environ 6 mois avant sa mort, le ton a changé. J'ai entendu des rumeurs aujourd'hui de Bill Hutchins. Quelque chose d'étrange se passe sur les propriétés de montagne au nord d'ici. Les populations de faune déclinent. Personne ne sait pourquoi. 3 semaines plus tard, je suis monté pour enquêter. J'ai trouvé des preuves de chasse illégale, une opération professionnelle. Je dois examiner ça plus attentivement. 1 mois après ça, Marcus dit qu'il va aider. Il dit qu'il a entendu des rapports similaires d'autres régions. Nous allons coordonner une enquête. Les mains d'elle se sont resserrées sur le journal. Marcus, John lui avait fait confiance. Il l'avait impliqué dans l'enquête. Et Marcus l'avait trahi. Elle a continué à lire, les entrées devenant plus détaillées, plus urgentes. J'ai trouvé une station de traitement dans la haute montagne. C'est plus gros que je ne le pensais. Organisé, bien financé, quelqu'un dirige une opération majeure. Marcus a identifié le propriétaire, Clayton Voss, homme d'affaires de Denver, relation avec les chemins de fer. Ce ne sera pas facile à arrêter. J'ai rencontré Bill Hutchins. Il est terrifié. Il ne veut pas parler. Mais j'ai vu la culpabilité dans ses yeux. Il sait quelque chose. Les dernières entrées ont serré la poitrine d'elle. Marcus dit qu'il a des preuves qui feront tomber toute l'opération. Je le rencontre demain sur la crête. Il dit que nous aurons enfin ce dont nous avons besoin. Eleanor s'inquiète. Elle m'a dit de laisser le bureau fédéral s'en occuper, mais nous sommes si proches. Juste un jour de plus. C'était de la dernière entrée. Le jour avant de la mort de John, avant que Marcus ne le conduise à cette crête et ne le tue, ou ne le fasse tuer par quelqu'un d'autre. Elle a fermé le journal, sa vision brouillée par les larmes. 5 ans. 5 ans à penser que c'était un accident, à pleurer une tragédie aléatoire. C'était un meurtre froid et calculé. Elle a essuyé ses yeux avec colère. Pleurer ne ramènerait pas John, ne réparerait pas cela. Mais détruire l'opération de Voss le ferait. Mettre Marcus Reed au fer le ferait. S'assurer que chaque homme impliqué paie pour ce qu'il a fait. Ce serait la justice. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Elle a regardé la montagne sombre. Les étoiles brillaient au-dessus, des milliers dans l'air raréfié. John se tenait d'ici avec elle, regardant ces mêmes étoiles, parlant de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. « Je vais finir ça », a-t-elle dit à l'obscurité. « Comme tu l'as demandé, comme je l'ai promis. » Le vent a répondu, sifflant à travers les pins. Cela sonnait presque comme une approbation. Elle a dormi d'un sommeil agité cette nuit-là. Des rêves de John, du raid à Santa Fe, du garçon qu'elle avait tué, tous les fantômes qui la hantaient. Elle s'est réveillée avant l'aube au son de chevaux, plusieurs chevaux, remontant le sentier vers sa cabane. Elle était sur ses pieds instantanément. Le fusil à la main, elle s'est approchée de la fenêtre et a regardé dans l'obscurité d'avant l'aube. 5 cavaliers, venant droit vers sa propriété, n'essayant pas de se cacher, n'utilisant pas la route cachée, venant directement à sa porte d'entrée. Elle a reconnu l'homme en tête, même à distance, même dans la faible lumière. Clayton Voss, grand, bien habillé, assis sur son cheval comme s'il possédait le monde. Il était venu régler le problème personnellement. Elle est sortie sur son porche, le fusil posé nonchalamment sur ses bras. Ne pointant personne, pas encore. Mais prête, les cavaliers se sont arrêtés à 20 mètres de sa cabane. Voss a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Garrison, ou devrais-je dire Madame Kincaid, les histoires à votre sujet ne vous rendent pas justice. Vous êtes sur ma propriété. » « Vraiment? C'est un sujet de débat, en fait. Vous voyez, j'utilise cette terre depuis un certain temps maintenant, bien avant votre arrivée. L'acte de propriété dit qu'elle est à moi. Les actes peuvent être renégociés. Je suis prêt à vous offrir 50 000 $ pour cette propriété. En espèces, aujourd'hui. Vous pouvez partir, trouver une autre montagne pour vous cacher. Tout le monde y gagne, elle l'a étudié. 50 000 $ était une fortune. Assez d'argent pour vivre confortablement le reste de sa vie. Non. Le sourire de Voss s'est légèrement estompé. C'est une offre généreuse, Madame Kincaid. Votre argent ne m'intéresse pas. Je suis intéressé par la justice. Pour mon mari, pour cette montagne, pour chaque animal que vos clients ont massacré. Votre mari? L'expression de Voss a changé. Reconnaissance. John Garrison, bien sûr. Je n'avais pas fait le lien jusqu'à hier.
Mes excuses pour votre perte. Des excuses? La voix d'elle était froide. Mon mari est mort en enquêtant sur votre opération. Et vous avez le culot de m'offrir vos condoléances? Votre mari est mort dans un accident malheureux. C'est ce que dit le rapport officiel. Le rapport rédigé par Marcus Reed, votre homme. Les yeux de Voss se sont rétrécis. Vous avez été bien occupé, à poser des questions, à porter des accusations. C'est dangereux, Madame Kincaid, pour toutes les personnes impliquées. Est-ce une menace? C'est un fait. Cette opération représente un investissement important. Des gens puissants sont impliqués, des gens qui n'apprécient pas les interférences. Elle a légèrement déplacé le fusil, ne le pointant toujours pas. Mais le message était clair. Voici un autre fait, Monsieur Voss. Dans 3 jours, des marshals fédéraux arriveront à Silver Ridge. Ils ont des preuves de vos crimes, des noms, des dates, des registres financiers. Votre opération est terminée. Pour la première fois, Voss semblait incertain. Vous bluffez. Bill Hutchins tenait un registre. Chaque paiement que vous avez fait. Chaque nom sur votre liste de paye. Le père Mathias me l'a donné hier. Il est déjà en route pour Denver. C'était un mensonge. Le registre était toujours caché dans sa cabane. Mais Voss n'avait pas besoin de le savoir. Son visage s'est durci. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Non. En effet, Voss a tourné son cheval. Vous faites une erreur, Madame Kincaid. Une erreur fatale. Cette montagne n'est pas sûre pour une femme seule. Elle a souri, froidement et durement. Elle le sera. Quand vous serez parti, les 5 cavaliers sont partis, mais elle les a regardés s'éloigner avec de la glace dans les veines. Ce n'était pas une négociation. C'était un avertissement. Voss reviendrait, et la prochaine fois, il n'offrirait pas d'argent. La prochaine fois, il apporterait des fusils. Elle laisse rentrer et a commencé à se préparer. Pas avec peur, pas avec hésitation, avec la précision froide et tactique de quelqu'un qui avait déjà mené des batailles et qui avait toujours gagné. Le fantôme était réveillé maintenant, et il chassait. Elle a passé la matinée à poser des pièges. Pas le genre conçu pour tuer, le genre conçu pour avertir. Elle a tendu de nouveaux fils de boyaux sur toutes les approches de sa cabane. Elle a attaché des boîtes de conserve remplies de cailloux cette fois, au lieu de clochettes. Plus bruyant, plus difficile à couper silencieusement. Elle a empilé des pierres en vrac sur la crête au-dessus du sentier principal. Quelques coups de pied bien placés les feraient dévaler. Pas assez pour tuer un homme, mais assez pour créer le chaos, pour briser une charge. Elle a vérifié ses munitions, a compté les cartouches, a nettoyé son fusil et son revolver. Le Sharps pour la distance, le Colt pour le combat rapproché. Toutes les anciennes compétences revenaient. La mémoire musculaire de années passées à chasser des hommes au lieu d'animaux. À midi, elle était aussi prête que possible. Mais elle savait que la préparation ne suffisait pas. Elle avait besoin de plus d'informations. Elle devait comprendre exactement à quoi elle faisait face. Elle devait parler à Marcus Reed. Elle a scellé Rebel et est redescendue à Silver Ridge. La journée était froide et claire. Une visibilité parfaite. Elle pouvait voir à des miles à travers la vallée. Personne ne la suivait. Pas encore. Mais il le ferait bientôt. La ville était calme quand elle est arrivée. L'accalmie de la mi-journée. La plupart des gens étaient à l'intérieur pour échapper au froid. Elle a attaché Rebel devant le grand hôtel et est entrée. Le hall était vide, à l'exception du réceptionniste derrière le bureau. Un jeune homme, peut-être 25 ans. Il a levé les yeux nerveusement quand elle est entrée. « Je peux vous aider, madame. Marcus Reed, chambre 12. Est-il là? » Je ne suis pas censé donner d'informations sur les clients. Elle a sorti son vieil insigne de Marshall. Elle l'avait gardé toutes ces années, caché dans un tiroir. Elle n'avait jamais pensé l'utiliser à nouveau. Mais la voilà, adjointe du Marshal des États-Unis, Eleanor Kincaid. Je dois parler à M. Reed pour une affaire officielle. Les yeux du réceptionniste se sont écarquillés. Marshal Kincaid, le fantôme. Est-il dans sa chambre? Oh oui, madame, à l'étage. 2e porte à gauche. Elle a monté les escaliers lentement. Sa main reposait sur le Colt à sa hanche, ne s'attendant pas à des ennuis. Pas vraiment. Mais prête, quand même. Elle a frappé à la chambre 12, des bruits de pas à l'intérieur. Puis la porte s'est ouverte. Marcus Reed se tenait là, plus âgé que dans son souvenir. Des cheveux gris maintenant, des raidés autour des yeux.
Mais le même visage. Le même homme qui s'était tenu à l'enterrement de John et lui avait dit à quel point il était désolé. Le même homme qui l'avait assassiné. Son visage est devenu pâle quand il l'a vu. Eleanor. Marcus. J'ai entendu dire que vous étiez en ville. J'ai entendu dire que vous posiez des questions. Il a essayé de sourire. C'est bon de vous voir. Vraiment, quelque chose dans sa voix l'a fait reculer. Pourquoi n'entrez-vous pas? On peut parler. Elle est entrée dans la chambre, propre, ordonnée, une bouteille de whisky sur la table, des papiers étalés, des documents de travail peut-être, ou des preuves de ses crimes. Elle s'est retournée pour lui faire face. Bill Hutchins tenait un registre. Le visage de Marcus est devenu complètement blanc. Chaque paiement que Clayton Voss a fait, y compris ceux qui vous étaient destinés, 2 000 $ tous les 6 mois pendant 8 ans. La voix d'elle était glaciale. C'est ce que valait la vie de John pour vous, 16 000 $. Eleanor, vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Vous étiez le partenaire de John. Il vous a fait confiance et vous l'avez piégé, l'avez conduit sur cette crête et l'avez fait tuer. Ce n'était pas comme ça. Alors dites-moi comment c'était. La main d'elle s'est rapprochée de son côte. Dites-moi comment mon mari est mort. Marcus a reculé, les mains en l'air, suppliant, désespéré. Je n'avais pas le choix. Ils avaient ma fille, Isabella. Elle vit à Denver. Les hommes de Voss m'ont montré des photos, m'ont dit ce qu'ils lui feraient si je ne coopérais pas. Alors, vous avez coopéré. Vous avez pris l'argent. Vous les avez aidés à mener leur opération. J'ai fermé les yeux, c'est tout. J'ai rédigé des rapports qui disaient que tout allait bien. Je n'ai fait de mal à personne. Vous avez fait du mal à John. Le visage de Marcus s'est décomposé. J'ai essayé de le prévenir. Je lui ai dit d'abandonner l'enquête, de laisser tomber, mais il n'a pas voulu écouter. Il a continué à insister, à creuser. Alors, vous l'avez tué. Non, je jure devant Dieu, Eleanor, je ne l'ai pas tué. J'ai dit à Voss que John s'approchait de trop près, qu'il était sur le point de tout exposer. Marcus pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage. Je ne savais pas qu'il le tuerait. Je pensais qu'il lui ferait juste peur, le menacerait comme ils m'ont menacé. Mais ils ne lui ont pas fait peur. Ils l'ont tué. Et vous les avez aidés à couvrir l'affaire. J'ai rédigé le rapport, j'ai dit que c'était un accident. Je devais le faire pour le bien d'Isabella. Elle le regarda, cet homme brisé et pathétique, autrefois un bonhomme de loi, l'ami de John, maintenant réduit à ça. Où est-ce votre fille maintenant? En sécurité, à Chicago. Je l'ai envoyée là-bas il y a 3 ans. Je lui ai dit de ne jamais revenir à Denver. Elle ne sait pas pourquoi. Donc, vous êtes libre depuis 3 ans et vous avez continué à prendre l'argent de Voss quand même. Marcus a détourné le regard. Je ne savais pas comment l'arrêter, comment m'en sortir, et j'avais peur qu'il s'en prenne à moi si j'essayais de partir. Elle sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Plus de la rage, quelque chose de plus froid, de plus dur, du mépris. Vous êtes un lâche, Marcus. John est mort parce que vous étiez trop faible pour leur tenir tête, pour protéger ce qui était juste. Je sais. Sa voix était à peine un murmure. Je le sais chaque jour depuis 5 ans. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas me regarder dans un miroir. Je meurs de l'intérieur, Eleanor. Bien. Elle se tourna vers la porte. Attendez. Marcus lui attrapa le bras. Qu'allez-vous faire? Elle regarda sa main sur son bras. Il la relâcha immédiatement. Je vais finir ce que John a commencé. Je vais détruire l'opération de Voss et vous allez m'aider. Je ne peux pas. Vous pouvez et vous le ferez. Parce que si vous ne le faites pas, je m'assurerai que tout le monde sache ce que vous avez fait. Votre fille le saura. Les marshals fédéraux le sauront. Vous passerez le reste de votre vie en prison, Marcus. C'est ce que vous voulez? Il resta là, tremblant, brisé. Qu'avez-vous besoin de moi? Des informations. Combien d'hommes Voss a-t-il? Quel genre de puissance de feu? 12 hommes à sa solde. 8 ne sont que des guides et des ouvriers, mais 4 sont des hommes de main, d'anciens soldats. Silas Drummond les dirige. C'est lui le plus dangereux. Entraînement militaire, expérience tactique. Sont-ils à Silver Ridge? Ils sont arrivés ce matin après que Voss vous a rencontré. Ils préparent quelque chose. Je ne sais pas quoi. Moi, si. Ils prévoient de m'éliminer avant l'arrivée des marshals fédéraux. Marcus hocha la tête misérablement.
C'est ce qu'il fait. Il élimine les problèmes de façon permanente. Elle l'étudia un long moment. Où serez-vous quand cela arrivera? Quoi? Quand les hommes de Voss viendront me chercher, où serez-vous, Marcus? Toujours en train de vous cacher, de prendre son argent, ou ferez-vous enfin ce qu'il faut? Il ne répondit pas. Elle le laissa là, debout dans sa chambre d'hôtel, un fantôme de l'homme qu'il était autrefois. Elle avait obtenu ce dont elle avait besoin, des informations, une confirmation. Maintenant, elle devait juste survivre à ce qui allait suivre. Elle a trouvé Sarah Whitmore à la pension de famille et en train de ranger ses affaires dans une malle de voyage. Madame Garrison? Sarah leva les yeux, surprise. Je partais justement, je retourne dans l'Est par la diligence de demain. Je pensais que vous aviez dit que vous n'alliez pas fuir. Le visage de Sarah rougit. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, au fait que c'est dangereux. Je ne suis pas une combattante, Madame Garrison. Je suis une naturaliste. J'étudie les animaux. Je ne sais pas comment faire ce que vous faites. Elle s'assit en face d'elle. Ce que je fais n'a rien de spécial. C'est juste être prête à se lever quand les autres ne le font pas. C'est facile à dire pour vous. Vous êtes le fantôme. Vous êtes une légende. Je ne suis personne. John n'était personne non plus. Juste un éleveur qui a vu quelque chose de mal et a décidé de le réparer. Et ça l'a fait tuer. Elle se pencha en avant. Mais sa mort a compté, Sarah, parce que je suis là maintenant, en train de finir ce qu'il a commencé. Chaque personne qui se lève compte, même si elle a peur. J'ai peur. Moi aussi, Sarah cligna des yeux. Vous avez peur? Terrifié. Clayton Voss a une douzaine d'hommes, des tueurs professionnels. Ils viennent me chercher ce soir ou demain, et il y a de fortes chances que je ne survive pas. Elle soutint son regard. Mais je le fais quand même, parce que certaines choses valaient la peine de mourir. Les animaux. Les animaux, la montagne, la vérité, la justice pour John. Elle se leva. Vous n'êtes pas obligé de rester, vous n'êtes pas obligé de vous battre. Mais si vous partez maintenant, vous vous demanderez toujours si vous auriez pu faire une différence. Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Il y a une diligence pour Denver demain après-midi. Si vous voulez aider, vraiment aider, vous pourriez aller jusqu'au bureau du Marshal fédéral. Leur dire ce que vous avez vu, leur donner vos dessins. Votre témoignage pourrait faire la différence pour faire tomber Voss. C'est un trajet de 2 jours. Oui, et c'est dangereux. Voss a peut-être des hommes qui surveillent les routes, mais c'est aussi la chose la plus importante que vous puissiez faire en ce moment. Sarah se leva lentement. Vous voulez que j'aille à Denver pour ramener les Marshalls? Je veux que vous fassiez ce que vous pensez être juste, quoi que ce soit. Elle la laissa là, en pleine réflexion. Dehors, le soleil de l'après-midi déclinait déjà vers les montagnes. Les jours étaient courts maintenant, l'hiver proche. Il lui restait peut-être 4 heures de lumière du jour, puis l'obscurité. Et dans l'obscurité, les hommes de Voss viendraient. Elle a remonté la haute montagne à dos de Rebel, mais pas vers sa cabane. Au lieu de cela, elle s'est dirigée vers l'est, vers un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis des années, un endroit qui contenait des souvenirs, la crête où John était mort. Elle a trouvé l'endroit facilement. 5 ans ne l'avaient pas changé. Les mêmes rochers, la même vue sur la vallée en contrebas. Un pays magnifique, paisible, le pire endroit du monde. Elle est descendue de cheval et s'est tenue au bord, regardant l'endroit où elle avait trouvé le corps de John, où Marcus Reed l'avait découvert, l'avait qualifié d'accident. La rage menaçait de la submerger à nouveau, mais elle la repoussa, la convertit en quelque chose de plus froid, de plus utile. Concentration. Elle a examiné le sol attentivement. 5 ans de météo avaient effacé la plupart des preuves, mais pas toutes. Les rochers ici n'étaient pas à leur place, disposés trop proprement pour une chute naturelle. Quelqu'un les avait déplacés, avait mis en scène la scène pour qu'elle ressemble à un accident. Elle s'est agenouillée, passant ses mains sur la pierre, se souvenant. Et puis elle l'a entendu, une voix du passé, pas la voix de John, celle de quelqu'un d'autre. Le sol ne ment jamais. Les hommes mentent. Le sol dit la vérité. 3 corbeaux, l'éclaireur Kiowa qui lui avait appris à pister alors qu'elle débutait comme adjointe du Marshal, un vieil homme déjà à l'époque, buriné par des décennies dans les plaines. Il l'avait emmené dans l'arrière-pays et lui avait montré comment lire les signes, comment voir ce que les autres manquaient, comment chasser. 20 ans plus tôt, les plaines de l'est du Colorado, la jeune Elle Kincaid, à peine 20 ans,
suivant le vieil éclaireur à travers les hautes herbes, sa première semaine comme adjointe du marshal, enthousiaste, trop confiante. Trois Corbeaux s'arrêta brusquement, pointa le sol du doigt. « Qu'est-ce que tu vois? » Elle regarda, ne vit que de l'herbe. « Je ne vois rien. C'est pour ça que tu n'es pas encore une bonne pisteuse. » Il s'agenouilla, écarta l'herbe avec ses doigts noueux. « Regarde de plus près. Le sol raconte toujours une histoire. Tu dois juste apprendre sa langue. » Il lui montra la faible dépression dans le sol où quelqu'un avait marché des heures auparavant, peut-être un jour. Un homme est passé par ici, en courant, avec un lourd sac, se dirigeant vers l'est. Comment pouvez-vous savoir tout ça? La profondeur de l'empreinte, la répartition du poids, la direction de l'herbe déplacée. Le sol ne ment jamais. Il se leva, ses yeux sombres et sérieux. Les hommes mentent, disent une chose, en font une autre, mais le sol est la seule vérité. Il lui avait appris à lire le terrain comme un livre, à voir l'invisible, à comprendre ce qui s'était passé dans un endroit juste en regardant, à devenir le fantôme. Elle se tenait sur la crête, les yeux fermés, se remémorant ses leçons, les appliquant maintenant. Les rochers n'étaient pas seulement déplacés, ils étaient placés, délibérément, pour cacher quelque chose. Elle a commencé à les enlever avec précaution, un par un, travaillant méthodiquement. Et puis elle l'a trouvé, un chapeau. Le chapeau de John, coincé entre deux grosses pierres, caché, mais pas détruit, pas jeté. Pourquoi? Elle le sortit avec précaution. Le chapeau était usé, mais intact, et à l'intérieur du bandeau, elle a trouvé quelque chose qui a fait s'arrêter son cœur. Un petit morceau de papier, plié serré, glissé dans le cuir. Elle le déplia avec des mains tremblantes. L'écriture de John. « Si tu lis ceci, je suis probablement mort. Voss sait que je suis proche. Marcus agit bizarrement. Je pense qu'il est compromis. Je le rencontre aujourd'hui, mais je prends des précautions. Les preuves sont dans l'ancienne galerie de mine, face est de la montagne, à 100 mètres sous le pin fendu. Tout ce dont tu as besoin pour les faire tomber. Finis ça, elle. Promette-le-moi. » Elle l'a lu 3 fois, sa vision brouillée par les larmes. Il avait su, John avait su qu'il marchait vers le danger, avait laissé ce message au cas où le pire arriverait, et elle ne l'avait jamais trouvé, jamais cherché. Pendant 5 ans, les preuves étaient restées dans une galerie de mine abandonnée, attendant. Elle a soigneusement plié la note et l'a mise dans sa poche. Puis elle a monté Rebel et s'est dirigée vers l'est, vers le pin fendu, vers la vérité pour laquelle John était mort en la protégeant. La galerie de mine était exactement là où la note de John l'indiquait, une ancienne concession de l'époque du boom de l'argent, abandonnée depuis longtemps, dangereuse. L'entrée était partiellement effondrée, à peine assez large pour se faufiler. Elle a allumé une lanterne et a rampé à l'intérieur. La galerie s'enfonçait sur une trentaine de pieds avant de s'ouvrir sur une petite chambre. Et là, dans une boîte en métal rouillé, elle l'a trouvé. Des documents, des photographies, des registres financiers, tout ce que John avait rassemblé dans son enquête. La preuve de l'opération de Voss, les noms des clients, des photographies de mise à mort illégales, des manifestes d'expédition montrant où allaient les parties d'animaux, des marchés asiatiques, des collectionneurs européens, des acheteurs fortunés prêts à payer des fortunes pour des trophées rares, et d'autres noms, des fonctionnaires du gouvernement à la solde de Voss, des dirigeants de chemin de fer, même un sénateur d'État. Ce n'était pas seulement un crime contre la faune, c'était de la corruption atteignant les plus hauts niveaux. John avait été tué pour ça, parce que ses preuves détruiraient des dizaines d'hommes puissants. Elle a tout emballé soigneusement dans un sac en toile, l'a scellé. Cela irait à Denver, aux Marshals fédéraux, même si elle ne survivait pas à ce qui allait arriver. Elle est ressortie de la galerie de mine juste au moment où le soleil touchait les sommets de l'ouest. Peut-être 1 heure de lumière du jour restante. Il était temps de rentrer, temps de se préparer, temps de devenir le fantôme. Une dernière fois. Elle laisse retourner à sa cabane à la tombée du crépuscule. La température chutait rapidement. La nuit allait être froide, claire et lumineuse, de bonnes conditions pour ce qui allait arriver. Elle a décelé Rebel et l'a mis dans l'enclos. Elle lui a donné un supplément de grain. Si les choses tournaient mal cette nuit, elle voulait qu'il ait la force de courir, de s'enfuir.
À l'intérieur de la cabane, elle a tout disposé méthodiquement. Le fusil Sharps, nettoyé et chargé, le revolver Colt, 6 cartouches, des munitions supplémentaires pour les deux, son couteau aiguisé et prêt, une gourde d'eau, de la viande séchée dans ses poches, tout ce dont elle aurait besoin pour une longue nuit. Puis elle a emballé les preuves de John dans une sacoche étanche, a écrit une note au Marshal Thorne à Denver, expliquant tout, où trouver le registre, où trouver la station de traitement, tout. Elle a scellé la sacoche et l'a posée près de la porte. Si Sarah Whitmore avait décidé de se rendre à Denver, elle pourrait l'emporter avec elle. Sinon, elle devrait survivre assez longtemps pour la livrer elle-même. Elle a pris un repas froid alors que la nuit tombait. Pas de feu, pas de lumière, juste assise dans la cabane sombre, se préparant mentalement à ce qui allait arriver. Voss enverrait ses hommes cette nuit. Elle en était certaine. Il ne pouvait pas risquer d'attendre l'arrivée des marshals fédéraux, ne pouvait pas lui donner le temps d'obtenir plus d'aide. Il devait éliminer le problème maintenant. Et Silas Drummond, l'ex-soldat, les mènerait. 12 hommes, peut-être plus, tous armés, tous entraînés, contre une femme d'une trentaine d'années qui n'avait pas mené de vraie bataille depuis 5 ans. Les chances étaient minces, mais elle avait affronté pire. Elle était assise dans l'obscurité, pensant à John, à 3 corbeaux, à toutes les personnes qu'elle avait perdues au fil des ans, et elle a fait la paix avec ce qui pourrait arriver cette nuit. Si elle mourait, au moins elle mourrait en combattant, en protégeant quelque chose qui comptait, en tenant sa promesse. Il y avait de pires façons de partir. La lune s'est levée juste après 9 heures, pleine et brillante, inondant la vallée de lumière argentée. Elle s'est positionnée sur la crête derrière sa cabane au même endroit qu'elle avait utilisé pour observer le groupe de chasse. Un point de vue parfait. Elle pouvait voir toutes les approches. Et à 2 heures du matin, elle les a entendus. Des chevaux essayant d'être silencieux, mais échouant, le son se propageant dans l'air raréfié de la montagne. Rebel a tapé du sabot dans son enclos, en guise d'avertissement. Elle a levé ses jumelles et a compté. 4 chariots, 12 hommes, exactement comme Marcus l'avait dit. Silas Drummond en tête. Elle l'a reconnu à son allure, sa posture militaire, son mouvement confiant. Ils se sont arrêtés à 300 mètres de sa cabane, se positionnant pour bloquer toutes les voies de fuite. Formation tactique, travail de professionnel. Elle les a regardés se déployer, a étudié leurs mouvements, leurs armes, leurs stratégies. Ils étaient bons, bien entraînés, disciplinés, mais ils ne connaissaient pas cette montagne comme elle, ne connaissaient pas le terrain, les rochers, les ombres, ne savaient pas ce qu'ils chassaient le fantôme. Elle s'est installée en position derrière un gros rocher et posé le fusil Sharps sur la pierre, a ajusté la mire pour la distance et l'élévation. 3-5 mètres, un tir lointain, mais pas impossible. Elle a choisi sa première cible, pas un homme, l'essieu arrière du chariot de tête. Si elle pouvait le neutraliser, elle bloquerait leur retraite, les forcerait à se battre à pied, selon ses termes, sur un terrain qu'elle contrôlait. Elle a pris une lente inspiration, l'a expirée à moitié et pressé la détente. Le Sharps a rugi, le son résonnant à travers la vallée comme le tonnerre. L'essieu arrière du chariot a explosé dans une gerbe d'éclats. Le chariot est tombé, basculant sur le côté, inutilisable. Les hommes se sont dispersés, plongeant pour se mettre à l'abri, criant, confus. Elle se déplaçait déjà, changeant de position, 30 mètres vers la gauche, un angle différent. Elle a tiré à nouveau, a touché la roue avant du deuxième chariot, la jante s'est brisée. Le chariot a tangué. Plus de chaos en bas. Des hommes tirant à l'aveugle dans l'obscurité, essayant de la trouver, mais elle était déjà partie, se déplaçant à nouveau, utilisant le terrain, les rochers, les ombres, devenant ce qu'elle avait toujours été, un fantôme. Drummond criait des ordres, essayant d'organiser ses hommes, d'établir un périmètre, mais ils étaient secoués, confus. Une seule tireuse, une seule femme, et elle les mettait en pièces. Elle a contourné par le nord, a trouvé une nouvelle position, a attendu. Un homme a quitté sa couverture, courant vers la cabane, pensant qu'il pouvait la prendre à revers. Elle a tiré. La balle a soulevé de la terre à 2 pieds devant lui. Un tir de semonce. N'essayant pas de tuer, pas encore. L'homme a replongé à l'abri. Elle a souri sombrement. Qu'il comprenne.
Elle pouvait les atteindre quand elle le voulait, pouvait tous les tuer si elle le choisissait, mais elle faisait preuve de retenue, leur donnant un choix, partir ou mourir. Drummond a compris. Elle l'a vu pointer du doigt son dernier éclair de bouche, coordonnant ses hommes, essayant de trianguler sa position. Malin, mais pas assez. Elle s'est déplacée à nouveau, toujours en mouvement, ne restant jamais au même endroit. La montagne était son allié, l'obscurité, les rochers. Elle avait mené des batailles comme celle-ci auparavant, contre des hommes qui pensaient que le nombre signifiait la victoire. Ils apprenaient toujours la même leçon. Sur le bon terrain, avec les bonnes compétences, une personne pouvait être une armée. Et Eleanor Kincaid avait toujours été exceptionnelle. L'affrontement a duré 2 heures. Elle tirait périodiquement, les maintenant cloués au sol, détruisant du matériel, créant le chaos, ne tuant jamais, pas encore. Ce n'était pas la mission. La mission était de leur montrer à qui ils avaient affaire, de leur faire comprendre que cette montagne lui appartenait et qu'ils étaient des intrus. Finalement, vers 4 heures du matin, Drummond a agi. Il a ordonné une retraite, a chargé ses hommes dans les 2 chariots fonctionnels, a laissé les autres derrière. Elle les a regardés partir, aurait pu abattre des hommes pendant leur retraite, des tirs faciles, mais elle les a laissés partir, les a renvoyés à Clayton Voss avec un message. La veuve n'était pas un problème à éliminer. Elle était une chasseuse, et ils étaient des proies. Alors que les chariots disparaissaient sur la piste, elle s'arroga de la crête, épuisée, tremblante d'adrénaline et de froid, mais vivante et victorieuse. Elle s'est dirigée vers sa cabane juste au moment où l'aube se levait sur les montagnes, une lumière rose et dorée inondant la vallée. Et elle les a vus, des cavaliers venant du sud se déplaçant rapidement. Elle a levé son fusil, fatiguée, mais prête. Puis elle a reconnu la cavalière en tête, Sarah Whitmore, et derrière elle, 4 hommes et uniformes fédéraux. Le Marshal Benjamin Thorne était arrivé. Le Marshal Benjamin Thorne semblait plus âgé que dans le souvenir d'elle, plus de cheveux gris, des rides plus profondes autour des yeux, mais le même regard stable, la même autorité tranquille qui avait fait de lui l'un des meilleurs hommes de loi du territoire. Il est descendu de cheval lentement. L'étudiant, observant le fusil dans ses mains, l'épuisement sur son visage, les chariots neutralisés dispersés dans la clairière. « Eleanor Kincaid, dit-il finalement, 5 ans, je vous croyais morte. J'ai essayé de l'être. Ça n'a pas marché. » Il a fait un geste vers la scène autour d'eux. « Mademoiselle Whitmore m'a dit que vous aviez des ennuis ici. » Quelques-uns. Un léger sourire effleura son visage buriné. « On dirait que les ennuis s'en sont moins bien sortis que vous. » Sarah est descendue de cheval, le visage rouge de la chevauchée. « Je suis allé à Denver. Comme vous l'avez dit, j'ai apporté les preuves. Les Marshal Thorne enquêtaient déjà sur Clayton Voss. Votre télégramme a attiré son attention. » Thorne a hoché la tête. « Je suis sur la piste de Voss depuis 2 ans. Trafic de faune, blanchiment d'argent, corruption. Mais nous n'avons jamais pu trouver sa base d'opération. Jamais obtenir de preuves solides. » Il a regardé elle. « Jusqu'à maintenant. J'ai tout ce dont vous avez besoin, a dit elle. Le registre de Bill Hutchins, les preuves de John de la galerie de Maine, des photographies, des registres financiers, les noms de tous ceux qui sont à la solde de Voss, y compris Marcus Reed. » La mâchoire d'elle s'est crispée. Surtout Marcus Reed. L'expression de Thorne n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la déception, peut-être, de la colère. Reed rédige des rapports depuis des années, nous disant que cette zone était propre. Aucune activité suspecte. Il était payé pour mentir. 2 000 $ tous les 6 mois. Où est-il maintenant? Au Grand Hôtel de Silver Ridge, chambre 12. Elle a croisé son regard. C'est un lâche et un traître, mais il n'a pas appuyé sur la gâchette pour tuer John. Il a juste tout organisé. C'est toujours un meurtre en vertu de la loi fédérale. Je sais. Thorne s'est tourné vers ses hommes. 3 adjoints du Marshal, tous jeunes et enthousiastes. Thompson, allé à Silver Ridge. Ramenez Marcus Reed, discrètement. Pas d'histoire. Enfermez-le dans la prison locale jusqu'à ce que nous soyons prêts à le transporter à Denver. Oui, monsieur. Alors que Thompson partait, Thorne a regardé elle. Combien d'hommes Voss a-t-il dans la région? 12 à sa solde, 4 sont des hommes de main, d'anciens militaires, les autres sont des guides et des ouvriers.
Elle a fait un geste vers les chariots neutralisés. Je les ai fait fuir il y a quelques heures. Ils rapporteront à Voss que je ne suis pas aussi facile à tuer qu'ils le pensaient. Où est-ce Voss maintenant? Est Silver Ridge aux dernières nouvelles. Mais il a peut-être fui quand ses hommes ont échoué. Il est malin, sait quand couper ses pertes. Thorne a secoué la tête. Il ne fuira pas. Pas encore. Trop investi ici. Trop d'argent en jeu. Il a sorti une carte et l'a étalée sur le sol. Montrez-moi tout. La station de traitement, les routes cachées, tout. Elle s'est agenouillée à côté de lui, a indiqué les emplacements, a expliqué l'opération, comment elle fonctionnait, d'où venaient les clients, comment les parties d'animaux étaient expédiées. Sarah a ajouté ses observations, les schémas de chasse, les espèces ciblées, les dommages écologiques. Quand ils ont fini, le soleil était complètement levé, froid et brillant. Une autre journée claire. Thorne a enroulé la carte. Très bien, voici comment nous allons procéder. Une frappe coordonnée. Nous frappons la station de traitement et arrêtons tout le monde sur place. Simultanément, le bureau de Denver perquisitionne le siège de Voss, saisit ses registres. C'est bien. Quand? A demandé elle. Demain matin, j'ai besoin de temps pour positionner mes hommes. Prévenir Denver, m'assurer que tout se passe en même temps. Il l'a regardé. Pouvez-vous tenir un jour de plus? J'ai tenu pendant 5 ans. Un jour de plus ne me tuera pas. Bien, parce que j'ai besoin que vous nous guidiez. Montrez-nous exactement où tout se trouve. Personne ne connaît cette montagne comme vous. Elle a hoché la tête. Je le ferai, à une condition. Laquelle? Je suis là quand vous arrêtez Voss. Je veux le regarder dans les yeux quand vous lui mettrez les menottes. Thorne l'a étudié un long moment. C'est une question de justice ou de vengeance. Est-ce que ça a de l'importance? Pour moi, oui. J'ai besoin de savoir que vous ne lui tirerez pas dessus à la première occasion. Elle a croisé son regard. Honnêtement. Je ne vais pas vous mentir, Ben. Une partie de moi le veut mort, veut lui mettre une balle moi-même pour ce qu'il a fait à John. Mais j'ai fait une promesse. Finir ce que John a commencé. Cela signifie voir Voss en prison, regarder son empire s'effondrer. La mort est trop facile pour lui. C'est l'Eleanor Kincaid dont je me souviens. Celle qui croyait en la loi. Il a tendu la main. Marché conclu. Vous nous guidez, vous pourrez être là pour l'arrestation. Ils se sont serrés la main. Sarah s'est raclé la gorge. Et moi, que puis-je faire? Thorne s'est tourné vers elle. Vous en avez fait plus qu'assez, mademoiselle Whitmore. Vous avez chevauché 2 jours d'affilée pour nous amener ici. Cela a demandé du courage. Je veux aider davantage. Je veux témoigner. M'assurer que ces hommes paient pour ce qu'ils ont fait à la faune. Vous aurez votre chance. Devant un grand jury fédéral à Denver, votre témoignage sera crucial. Il a souri. Pour l'instant, reposez-vous. Vous l'avez bien mérité. Ils ont passé la journée à se préparer. Les adjoints de Thorne ont exploré le terrain autour de la station de traitement, planifié les voies d'approche, identifié les voies de fuite qui devaient être bloquées. Elle leur a tout montré. Les routes cachées, les angles morts, les endroits où les hommes de Voss pourraient résister. Le soir, ils avaient un plan solide et des nouvelles sont arrivées de Denver. Le raid là-bas était prêt. 6 agents fédéraux prêts à frapper le bureau de Voss à l'aube. Mandat d'arrêt signé, ordre de saisie de biens approuvé. Tout était en mouvement. Elle a fait du café pour tout le monde à la tombée de la nuit. Ils se sont réunis dans sa petite cabane, passant en revue le plan une dernière fois, s'assurant que chacun connaissait son rôle. Sarah était assise tranquillement dans un coin, dessinant le paysage à la lueur de la lampe, enregistrant tout pour son témoignage. Thorne a pris elle à part pendant que les autres parlaient. « Vous tenez le coup? »« Je suis fatigué, » a admis elle. « Je n'ai pas beaucoup dormi depuis 3 jours. Après-demain, vous pourrez dormir. Ce sera fini. » Vraiment? Elle a regardé par la fenêtre la montagne sombre. Voss va en prison. Ses hommes se dispersent. Mais le mal est fait. Des années de massacres. Des populations de faune décimées. Certaines espèces pourraient ne jamais s'en remettre. C'est pour ça que nous avons des gens comme Mademoiselle Whitmore, des scientifiques, des conservationnistes. Ils aideront la montagne à guérir. La voix de Thorne était douce. Vous avez fait ce que vous pouviez, Eleanor. Vous avez arrêté ça. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire.
John a fait plus. Il est mort pour ça. Et vous avez fini ce qu'il a commencé, honorer son sacrifice. Ça compte. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, ben, que m'arrive-t-il après ça? Tout le monde va savoir qu'Eleanor Kincaid est de retour. Le fantôme, la légende. Je ne peux plus me cacher. Voulez-vous vous cacher? Je voulais la paix, l'isolement, une vie tranquille. Et à la place, vous avez eu une guerre. Thorne a souri légèrement. Mais vous avez gagné. Et maintenant, vous pouvez décider de la suite. L'insigne est à vous si vous le voulez. Les marshals fédéraux pourraient utiliser quelqu'un avec vos compétences. Elle a secoué la tête. Non, j'ai fini de chasser les hommes, fini la violence. C'était personnel. C'était pour John. Mais après-demain, j'ai terminé. Que ferez-vous? Elle a de nouveau regardé la montagne. Protéger cet endroit. M'assurer que ce pourquoi John est mort n'était pas en vain. Transformer cette terre en quelque chose de bien. Un sanctuaire, un endroit où la faune peut vivre sans crainte. C'est un bel héritage. C'est le seul qui compte maintenant. Ils sont partis à 4 heures du matin. 12 hommes au total. Les adjoints de Thorne plus quelques volontaires locaux qu'il avait assermentés. Des éleveurs et des citadins qui avaient été indignés en apprenant ce que Voss faisait. Des hommes bons, des hommes en colère, prêts d'avoir la justice rendue. Elle chevauchait en tête avec Thorne, les guidant dans l'obscurité, se déplaçant silencieusement. Pas de lanterne, juste la lumière des étoiles et la faible lueur de l'aube naissante. Ils ont atteint la station de traitement juste au moment où le ciel commençait à s'éclaircir, se sont positionnés autour, ont complètement encerclé la zone et ont attendu. À 6 heures, les chariots sont arrivés, pile à l'heure, le groupe de chasse de Voss, 8 hommes, 4 clients en beaux vêtements, 4 guides avec des fusils. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Thorne a attendu qu'ils soient tous descendus de cheval, qu'ils soient rassemblés autour du cadre de traitement, détendus, confiants. Puis il s'est levé et a crié. « Marshal des États-Unis, vous êtes tous en état d'arrestation. Posez vos armes. » La réaction a été instantanée. Le chaos. Des hommes se précipitant sur leurs armes, criant, la confusion. Mais les adjoints de Thorne se déplaçaient déjà, professionnels, coordonnés. Ils avaient déjà fait ça. En quelques minutes, c'était fini. Les clients se sont rendus immédiatement. Des hommes riches qui n'avaient jamais fait face à un vrai danger. Ils sont devenus pâles en voyant les insignes fédéraux, ont compris ce que cela signifiait. Les guides ont essayé de résister. L'un d'eux a attrapé son fusil. Un adjoint l'a repoussé d'un coup de pied, l'a mis face contre terre, l'a menotté. Un autre a parcouru 20 mètres avant qu'elle ne sorte des arbres, le fusil pointé, froide et stable. Ne bougez pas. Il s'est figé, l'a regardé, a reconnu quelque chose dans ses yeux qui l'a fait lever les mains. « Malin !» a dit elle. En 15 minutes, les 8 hommes étaient en détention, menottés, assis par terre, entourés de marshals armés. Mais Clayton Voss n'était pas parmi eux. Thorne s'est approché du guide le plus proche, Silas Drummond, l'ex-soldat qui avait mené l'attaque contre la cabane d'elle. « Où est-ce Voss? » Drummond a regardé droit devant lui, silencieux. Thorne s'est accroupi. « Vous risquez 20 ans dans une prison fédérale, monsieur Drummond. Complot, trafic de faune, tentative de meurtre. Ça, c'est si vous coopérez. Si vous ne le faites pas, je m'assurerai que vous ne voyez jamais la lumière du jour. » La mâchoire de Drummond a travaillé. Puis, il est à l'Hôtel Grand de Silver Ridge, attendant de savoir que la femme était morte. Il va être déçu. Thorne s'est levé et a fait signe à ses adjoints. Sécurisez les prisonniers ici. Transportez-les à la prison de Silver Ridge. Je vais chercher Voss. Elle s'est avancée. Je viens avec vous. Eleanor, vous avez promis que je serai là quand vous l'arrêteriez. Thorne l'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. Très bien, mais vous suivez mes ordres. C'est une arrestation légale, dans les règles. Compris. Compris. Ils ont chevauché à bride abattue vers Silver Ridge, arrivant juste après 8 heures du matin. La ville se réveillait. Les gens dans les rues vaquaient à leurs occupations. Ils se sont tous arrêtés et ont regardé fixement quand les marshals fédéraux sont entrés. Thorne et elle sont descendus de cheval devant le grand hôtel. 2 adjoints sont passés par derrière pour couvrir l'entrée arrière. Les autres ont attendu dans la rue. Ils sont entrés. Le même réceptionniste nerveux était au bureau. Il a pâli en les voyant.
Clayton Voss, a dit Thorne. Quelle chambre? Je... Il a réglé sa note, monsieur. Il y a 1 heure. Le cœur d'elle s'est serré. Où est-il allé? Au dépôt de diligence. Il part avec la diligence du matin pour Denver. Ils ont couru. Le dépôt de diligence était à 2 pâtés de maison. Elle et Thorne ont sprinté dans les rues, les gens s'écartant de leur chemin. Ils ont atteint le dépôt juste au moment où la diligence partait. « Arrêtez! » a crié Thorne. « Marshal fédéral! » Le cocher a arrêté les chevaux. La porte de la diligence s'est ouverte et Clayton Voss en est sorti. Il a regardé elle et Thorne, son visage calme, composé comme s'il s'y attendait. « Marshal Thorne, Madame Kincaid, c'est tout un accueil. » Clayton Voss, vous êtes en état d'arrestation. Thorne avait la main sur son revolver. Trafic de fonds, racket, meurtre, corruption de fonctionnaires fédéraux, la liste est longue. Meurtre! C'est une accusation sérieuse. John Garrison et dit-elle, sa voix glaciale. Mon mari, vous l'avez fait tuer il y a 5 ans. Je crains de ne pas savoir de quoi vous parlez. Le registre de Bill Hutchins dit le contraire. Les preuves de John de la galerie de mines disent le contraire. Vos propres hommes témoigneront contre vous en échange de peines réduites. Le sang-froid de Voss s'est légèrement fissuré. Témoignage de criminel, faux. Vous n'avez rien qui tiendra devant un tribunal. Nous avons tout, a dit Thorne. Et en ce moment même à Denver, des agents fédéraux perquisitionnent votre bureau, saisissent vos registres, arrêtent vos associés. Votre empire est fini, Voss. Pour la première fois, une peur réelle est apparue dans les yeux de Voss. Vous ne pouvez pas. J'ai des avocats, des relations. Vous ne pouvez pas me toucher. Regardez-moi faire. Thorne a sorti des menottes. Retournez-vous. Les mains derrière le dos. Voss a regardé elle. Vous auriez dû prendre l'argent. 50 000 $. Vous auriez pu partir. Elle s'est approchée, assez près pour que lui seul puisse entendre. Mon mari valait plus que toute votre fortune. Et cette montagne vaut plus que tout l'argent du sang que vous avez gagné en tuant ce qui y vit. Vous allez en prison, Voss. Vous allez passer le reste de votre vie dans une cage. Et je vais m'assurer que cette terre devienne tout ce que John voulait qu'elle soit. Un sanctuaire, protégé pour toujours. Le visage de Voss s'est tordu de rage. Il s'est jeté sur elle. Elle n'a pas bronché, n'a pas bougé, et juste regardé Thorne attraper Voss et le plaquer contre la diligence, le menottant brutalement. « Ajoutez agression contre un officier fédéral aux charges », a dit Thorne. Voss criait maintenant, menaçant, exigeant son avocat, ses droits, mais c'était fini et il le savait. Ils l'ont emmené à travers les rues de Silver Ridge, tout le monde regardant. Toute la ville voyant Clayton Voss enchaîné. L'homme qui avait semblé si puissant, si intouchable, réduit à un simple criminel, un simple prisonnier. Les procès ont duré 6 mois. Elle a témoigné devant le grand jury fédéral à Denver, leur a tout raconté sur l'enquête de John, sur la confession de Bill Hutchins, sur les preuves de la galerie de Minneapolis. Sarah a également témoigné sur le massacre systématique dont elle avait été témoin, les dommages écologiques, les espèces rares poussées à l'extinction. Marcus Reed a témoigné contre Voss, a donné des comptes rendus détaillés de l'opération, de son fonctionnement, des personnes impliquées, de ce qu'elles avaient fait. En échange, sa peine a été réduite, 8 ans au lieu de 20. Il purgerait sa peine, paierait pour sa trahison, mais il vivrait avec ce qu'il avait fait pour le reste de sa vie. Et elle pensait que c'était peut-être pire que n'importe quelle prison. Les clients ont été condamnés à des peines de 5 à 10 ans chacun. Leur réputation détruite, leur carrière ruinée. Silas Drummond et les autres hommes de main ont écopé de 15 ans. Complot, tentative de meurtre, trafic de faune. Et Clayton Voss a eu 25 ans dans une prison fédérale. Pas de libération conditionnelle. Pas de libération anticipée. Il mourrait derrière les barreaux. Justice enfin pour John, pour la montagne, pour tout ce qui avait été perdu. Elle se tenait sur la crête où John était mort. La même crête où elle avait trouvé son chapeau, son dernier message. C'était de la fin du printemps maintenant. La neige avait fondu. Les fleurs sauvages fleurissaient dans la vallée. Les wapitis paissaient paisiblement en contrebas. Des ours se déplaçaient dans la forêt. Des pumas chassaient dans la haute montagne. La vie revenait, guérissant,
Elle avait passé l'hiver à travailler avec le gouvernement fédéral, établissant ces terres comme un sanctuaire protégé. 2000 acres mis de côté en permanence. Pas de chasse, pas de développement. Aucune interférence humaine, sauf pour la recherche scientifique. Sarah était restée, avait mis en place une station de recherche permanente, étudiant le rétablissement de la faune, documentant tout. Elles étaient devenues amies. Pas des amis proches. Elle appréciait toujours sa solitude, mais des compagnes, des partenaires dans la protection de cet endroit. Elle s'est agenouillée et a placé quelque chose sur les rochers, l'insigne de Marshall de John, celui qu'elle avait trouvé dans la boîte de preuves, celui qu'il avait porté pendant 20 ans. Elle l'avait fait monter sur un petit monument en pierre. Simple, élégant. L'inscription disait « John Garrison ». Il a protégé ce qui comptait. Elle a passé ses doigts sur les lettres gravées, sentant le poids de 5 ans, le deuil, la rage, la justice enfin rendue. « C'est fait », a-t-elle dit au vent, à la mémoire de John. Tout ce pourquoi tu t'es battu, tout ce pourquoi tu es mort en le protégeant, c'est en sécurité maintenant. Pour toujours. Le vent a murmuré à travers les pins, presque comme une réponse, presque comme une approbation. Elle s'est levée lentement. Ses genoux lui faisaient mal. Elle avait 39 ans maintenant, vieillissait, le sentait plus chaque jour. Mais elle était en paix. Enfin, le fantôme pouvait se reposer maintenant. Eleanor Kincaid pouvait se reposer. Elle n'était plus qu'elle Garrison, veuve, gardienne de la montagne, protectrice de ce que John avait aimé. C'était assez. C'était tout. Elle est redescendue à sa cabane alors que le soleil se couchait. La nouvelle cabane, plus petite que la première, plus simple. L'ancienne avait brûlé pendant l'affrontement avec les hommes de Drummond. Une lanterne renversée dans le chaos. Elle s'en était à peine sortie à temps. Elle avait reconstruit. Juste une pièce maintenant. Une cheminée en pierre. Des lattes superposées simples. Tout ce dont elle avait besoin. Rien dont elle n'avait pas besoin. Rebel attendait dans l'enclos. Vieux maintenant. Le museau grisonnant, mais toujours fort. Toujours son compagnon. Elle l'a nourri. A vérifié son eau. Le rituel qu'elle accomplissait chaque soir depuis des années. De la fumée s'échappait de la tente de recherche de Sarah. La jeune femme préparait le dîner. Elle avait invité elle à se joindre à elle, mais elle avait décliné. Elle voulait être seule ce soir. Elle avait besoin d'être seule. À l'intérieur de la cabane, elle a allumé la lampe et a fait du café. S'est assise à sa petite table, a sorti le journal de John. Elle l'avait lu tant de fois maintenant, chaque page mémorisée, chaque mot gravé dans sa mémoire. Mais elle l'a relu quand même, trouvant du réconfort dans son écriture, ses pensées, sa voix préservée sur le papier. La dernière entrée, celle écrite la veille de sa mort. Je rencontre Marcus demain sur la crête. Il dit qu'il a des preuves qui feront tomber toute l'opération. Je suis nerveux. Quelque chose ne va pas. Mais nous sommes si proches, juste un jour de plus. Si quelque chose arrive, elle, je sais que tu finiras ça. Tu es plus forte que tu ne le penses, plus courageuse que tu ne le sais. Tu finis toujours ce que tu commences. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours, même si je ne suis pas là pour le dire. Finis ça pour moi. Promets-le, J. Elle a fermé le journal, a essuyé ses yeux. 5 ans et ça faisait toujours mal. Toujours une douleur vive comme une blessure fraîche, mais différente maintenant. Pas une agonie brute, quelque chose de plus calme, de plus triste, mais supportable. Un deuil avec lequel elle pouvait vivre. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre et regardait la montagne. Sa montagne maintenant, la montagne de John, leur montagne, protégée, pour toujours. Certaines montagnes cachent des secrets, pensa-t-elle. Certaines montagnes tiennent leurs promesses. Celle-ci faisait les deux. Et elle la garderait. Aussi longtemps qu'elle vivrait. Aussi longtemps qu'elle en aurait la force. C'était son but maintenant. Sa raison. Sa paix. L'été est arrivé. Le troupeau de wapitis se grandit. Sarah a compté 23 individus maintenant, en bonne santé, prospères. Des ours noirs étaient vus régulièrement, des pumas aussi. Les prédateurs revenaient, l'écosystème s'équilibrait. Les fleurs sauvages couvraient la vallée de vagues de couleurs. Violet, jaune, blanc, rouge, magnifique, vierge, intacte. Elle passait ses journées à patrouiller, à parcourir les limites, à vérifier la présence de braconniers, d'intrus,
de quiconque pourrait menacer ce qu'ils avaient construit. Mais la montagne était calme, la nouvelle s'était répandue, cette terre était protégée. Sanctuaire fédéral. Y toucher, c'était d'affronter tout le poids de la loi et du fantôme. Les gens chuchotaient encore à son sujet dans les villes en contrebas. Eleanor Kincaid, la marshal légendaire qui était sortie de sa retraite pour détruire un empire criminel, la femme qui avait combattu seule 12 hommes armés et avait gagné. Qu'il chuchote, pensa-elle, qu'il raconte des histoires tant qu'il laissait de la montagne tranquille. Par une chaude soirée de juillet, elle était assise sur son porche, regardant le coucher de soleil peindre les sommets d'or et d'orange. Des bruits de pas se sont approchés. Sarah portant 2 tasses de café. Je pensais que vous aimeriez de la compagnie. Elle a souri légèrement. Vous apprenez. Sarah s'est assise sur les marches du porche, a tendu une tasse à elle. Elles sont restées assises dans un silence confortable pendant un moment, regardant simplement la lumière s'estomper. J'ai reçu une lettre de l'université, a finalement dit Sarah. Ils veulent que j'écrive un livre sur le sanctuaire, sur le rétablissement de la faune, sur ce qui s'est passé ici. Le ferez-vous? Je pense que oui, mais je veux aussi raconter votre histoire. La vôtre et celle de John, ce que vous avez tous les deux sacrifié pour protéger cet endroit. Elle laisse rester silencieuse un moment. Je ne suis pas une héroïne, Sarah. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. C'est ce que les héros disent toujours. Alors dites la vérité, toute la vérité, le bon et le mauvais. Ne faites pas de moi quelque chose que je ne suis pas. Sarah a hoché la tête. Je la dirai fidèlement. Je le promets. Elles sont restées assises en silence à nouveau, les étoiles commençant à apparaître au-dessus, brillantes dans l'air raréfié de la montagne. « Est-ce que ça vous manque? » a demandé Sarah. « Être une marshal, le travail, le but. »« J'ai un but, a dit elle, juste ici. Cette montagne, ce sanctuaire, m'assurer que le sacrifice de John a eu un sens. Mais est-ce que la chasse, la poursuite vous manque? » Elle y a réfléchi, honnête avec elle-même. Parfois, il y avait une clarté là-dedans, une simplicité. Trouver le hors-la-loi, le ramener, le bien et le mal étaient faciles. Et maintenant, tout est compliqué, mais meilleur, plus réel. Elle a regardé la jeune femme. J'ai passé 20 ans à chasser des hommes, à rendre la justice, mais je n'ai jamais rien sauvé, jamais rien construit, jamais rien protégé qui me survivrait. Et maintenant, vous le faites. Maintenant, je le fais. Sarah a souri. Ça vaut la peine d'écrire là-dessus. L'automne est arrivé. Les trembles sont devenus dorés. L'air est devenu froid et vif. L'hiver approchait à nouveau. Elle s'est préparée, a fait des provisions, a réparé la cabane, s'est assurée que Rebel avait assez de grains pour durer jusqu'au printemps. Sarah partirait avant les fortes neiges, retournerait dans l'Est pour écrire son livre, donner des conférences, faire connaître ce qu'elles avaient accompli ici. Mais elle reviendrait au printemps pour continuer ses recherches, pour documenter la reprise en cours. Et elle serait là, attendant, veillant sur la montagne pendant l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, année après année, aussi longtemps qu'elle en aurait la force. Le dernier jour avant le départ de Sarah, elles ont gravi ensemble la crête jusqu'au monument de John. Elle a placé des fleurs sauvages fraîches sur la pierre, celles qu'elle avait pressées et séchées, de l'encolie violette, la préférée de John. « Je ne l'ai jamais rencontré, » a dit Sarah doucement, « mais j'aurais aimé. Il devait être extraordinaire. »« Il était ordinaire, » a dit elle, « juste un éleveur qui a vu quelque chose de mal et a essayé de le réparer. Mais je suppose que c'est extraordinaire à sa manière, se soucier assez pour agir, même quand c'est dangereux, même quand ça vous coûte tout. Comme vous. Non, j'avais des compétences, une formation, de l'expérience. John était juste un homme bon qui croyait qu'il fallait faire ce qui est juste. » Elle a souri tristement. Cela demandait plus de courage que tout ce que j'ai jamais fait. Sarah est restée silencieuse un moment, puis « Vous savez ce que je pense? Je pense qu'il serait fier de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez construit. Je l'espère, j'en suis sûr. » Elles sont restées là un moment, 2 femmes sur une montagne, honorant un homme qui était mort en la protégeant. Et quand elles sont redescendues, le soleil se couchait, le ciel embrasé de couleurs. Un pays magnifique, digne de mourir pour lui, digne de vivre pour lui. L'hiver a été rude cette année-là. De fortes neiges, un froid glacial.
Elle a été isolée pendant des semaines, juste elle et Rebel et la montagne. Ça ne la dérangeait pas. La solitude était ce qu'elle avait toujours voulu, ce qu'elle cherchait en achetant cette terre. Maintenant, elle l'avait, mais différemment de ce qu'elle avait imaginé. Ne fuyant pas son passé, ne se cachant pas de qui elle avait été, juste existant, présente, en paix. Elle a passé les longues nuits d'hiver à lire, le journal de John, les lettres de Sarah de l'Est, des livres qu'elle avait commandés à Denver. Et parfois, quand le vent hurlait à travers les pins et que la cabane craquait de froid, entendait la voix de John, pas littéralement, ne la entend pas, juste un souvenir fort et clair. Finis ça, elle. Promets-le-moi. Je l'ai fait, murmurait-elle en retour. C'est fini. Tu peux te reposer maintenant. Et dans ces moments-là, elle se sentait de nouveau proche de lui, connectée par-delà la distance de la mort. Pas hantée, pas en deuil, juste se souvenant, honorant, aimant. Et c'était assez. Le printemps est revenu. Les neiges ont fondu. Les fleurs sauvages ont fleuri. Des faons de wapiti sont nés dans la vallée, aux pattes chancelantes et parfaites. Sarah est revenue comme promis, pleine d'enthousiasme. Son livre était presque terminé. L'université finançait une station de recherche complète, des bâtiments permanents, de l'équipement, du personnel de soutien. Le sanctuaire devenait quelque chose de plus grand que ce qu'elles avaient imaginé, un modèle de conservation de la faune, une lueur d'espoir dans un monde qui détruisait trop souvent ce qu'il devrait protéger. Elle a aidé là où elle le pouvait, a guidé les équipes de construction pour construire dans des endroits qui ne dérangeraient pas la faune, s'est assuré que les nouveaux bâtiments se fondaient dans le paysage. Mais la plupart du temps, elle regardait simplement, laissait Sarah et son équipe faire leur travail, restait à l'écart. Son travail était plus simple. Patrouiller les limites, garder la montagne en sécurité, être la gardienne, le fantôme veillant sur le paradis. Par un matin clair de juin, un cavalier a remonté le sentier. Elle l'a vu de loin, a reconnu son allure, ses cheveux gris. Le Marshal Benjamin Thorne. Elle l'a rencontré à la cabane, a mis du café à chauffer. Ils se sont assis sur le porche, regardant la vallée. Longue chevauchée depuis Denver, a dit elle. Ça valait la peine de voir ça. Thorne a fait un geste vers le paysage. Vous avez construit quelque chose de remarquable ici, Eleanor. Sarah et son équipe l'ont construit. Je ne fais que surveiller. Ce n'est pas ce que j'entends. J'entends que vous êtes le cœur de cet endroit, la raison pour laquelle ça fonctionne. Elle a haussé les épaules. Je fais ce que je peux. Thorne a souri. Toujours modeste, toujours discrète. C'est ce qui faisait de vous la meilleure. Faisait au passé. Vraiment? Il a sorti une enveloppe de son manteau. J'ai quelque chose pour vous. Elle l'a prise, l'a ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un insigne tout neuf, brillant au soleil. Adjoint du Marshal des États-Unis, Eleanor Kincaid. L'offre tient toujours, a dit Thorne. Votre insigne, votre travail, quand vous le voudrez. Elle a regardé l'insigne un long moment, a senti son poids, son histoire, les années où elle en avait porté un comme celui-ci. Puis elle l'a rendu. Je suis honoré, Ben, vraiment, mais ma réponse est la même. J'ai fini de chasser les hommes. C'est ici ma place maintenant. Je me doutais que vous diriez ça. Il a rangé l'insigne dans son manteau, mais je devais essayer. Le territoire a besoin de gens comme vous. Le territoire a des gens comme vous. C'est assez. Ils sont restés assis dans un silence confortable pendant un moment, buvant du café, regardant la montagne. Comment va Marcus? A finalement demandé elle. Il purge sa peine, silencieux, reste dans son coin. Il écrit des lettres à sa fille. Elle ne répond pas. Bien. Il a demandé de vos nouvelles une fois, voulait savoir si vous lui pardonneriez un jour. Que lui avez-vous dit? Que le pardon n'était pas à moi de le donner et probablement pas à vous non plus. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. On ne peut que vivre avec. Elle a hoché la tête lentement. C'est à peu près ça. Thorne s'est levé pour partir, lui a serré la main. Prenez soin de vous, Eleanor, et de cette montagne. Le monde a besoin de plus d'endroits comme celui-ci, de plus de gens comme vous. Je ne suis pas spécial, Ben. Je suis juste quelqu'un qui tient ses promesses. C'est ce qui vous rend spécial. Il est reparti à cheval, redescendant la montagne, retournant à son travail à Denver. Et elle est retournée au sien, patrouillant, surveillant, protégeant, étant le fantôme dont la montagne avait besoin. Les années ont passé. Elle a vieilli, est devenue plus lente, des cheveux gris maintenant,
Des rides autour des yeux, mais toujours forte, toujours capable, marchant toujours sur les limites chaque jour. La station de recherche de Sarah a prospéré, a publié des articles, a attiré des financements, a formé de nouveaux scientifiques. Le sanctuaire est devenu célèbre, une histoire à succès, la preuve que les écosystèmes endommagés pouvaient guérir si on leur donnait protection et temps. Des visiteurs venaient parfois, soigneusement contrôlés, des visites guidées, des programmes éducatifs. Elle les évitait la plupart du temps, laissait Sarah s'occuper de ce côté des choses. Mais parfois, elle regardait de loin, voyait l'émerveillement dans les yeux des gens quand ils voyaient des troupeaux de wapitis, les forêts saines, les ruisseaux vierges, et elle sentait quelque chose de chaud dans sa poitrine. De la fierté peut-être, de la satisfaction. C'était l'héritage de John, leur héritage, valant tout ce qu'il avait coûté. Par une fraîche soirée d'automne, elle a grimpé une dernière fois sur la crête. Elle avait 45 ans maintenant, 100 ans chaque année. Ses genoux lui faisaient mal, son dos lui faisait mal, la haute montagne prenant son dû. Mais elle devait être là, ce soir, pour l'anniversaire, 10 ans depuis la mort de John. Elle s'est agenouillée devant son monument. La pierre usée maintenant, mais toujours solide, l'inscription claire. Elle avait apporté des fleurs sauvages fraîches, les dernières de la saison, de l'encolie violette pressée avec soin. Elle les a placées sur la pierre, a touché les lettres gravées de son nom. 10 ans, a-t-elle dit doucement. 10 ans et tu me manques toujours chaque jour. Le vent a murmuré à travers les pins, doux, chaud. Mais j'ai tenu ma promesse. J'ai fini ce que tu as commencé. Cette montagne est en sécurité maintenant. Protégée pour toujours. Ton sacrifice a eu un sens, John. Il a tout signifié. Elle s'est assise sur les rochers, regardant le coucher de soleil. Le ciel devenant or, rouge et violet. Magnifique, toujours magnifique. Je vieillis, a-t-elle dit à sa mémoire. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais je resterai aussi longtemps que je le pourrai. Je veillerai. Je m'assurerai que rien ne menace cet endroit. Silence. Juste le vent. L'appel lointain d'un wapiti. Sarah dit qu'elle prendra la relève quand je ne pourrai plus le faire. Elle est bonne, dévouée. Elle protégera la montagne comme nous l'avons fait. L'héritage continuera. Elle a fermé les yeux, sentant la paix s'installer sur elle comme une couverture. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Toujours, rien n'a changé ça. Pas 5 ans, pas 10, jamais. Et à ce moment-là, elle a ressenti quelque chose. Pas la voix de John, pas la voix de John, pas sa présence, juste la paix, l'acceptation, la compréhension qu'elle avait fait ce qu'elle s'était promis de faire. Elle avait tenu sa promesse, honoré son sacrifice, protégé ce qui comptait. C'était assez, c'était tout. Elle s'est levée lentement, ses articulations protestant. Elle n'était plus aussi jeune qu'avant, mais elle était toujours là, toujours debout, toujours la gardienne. Elle est redescendue à sa cabane alors que la nuit tombait, les étoiles apparaissant au-dessus, brillantes, éternelles. Rebelle attendait dans l'enclos, vieux maintenant, ancien pour un cheval, mais toujours son compagnon, toujours loyal. Elle l'a nourri, a vérifié son eau, le rituel inchangé par les années. À l'intérieur de la cabane, elle a allumé la lampe, a fait du café, s'est assise à sa petite table. Le journal de John était ouvert, les pages usées par d'innombrables lectures. Mais ce soir, elle n'a pas lu. Elle a juste regardé l'écriture, se souvenant. Puis elle a fermé le journal, avec soin, avec respect, et elle a sorti un nouveau livre vierge, un que Sarah lui avait donné, l'encourageant à y écrire. Elle a pris un stylo, a réfléchi un moment, puis a commencé à écrire. Mon nom est Eleanor Kincaid Garrison. Certains m'appelaient le fantôme, mais je n'étais qu'une femme qui aimait un homme, qui a fait une promesse, qui l'a tenue. C'est l'histoire d'une montagne et des gens qui sont morts en la protégeant, et de ceux qui ont vécu pour l'avoir sauvée. C'est l'histoire de la justice, durement gagnée et chèrement payée. C'est l'histoire de comment certains secrets restent enfouis, et certaines promesses sont tenues pour toujours. Elle a écrit tard dans la nuit, racontant l'histoire, toute l'histoire, la vérité, pour le livre de Sarah, pour l'histoire, pour quiconque pourrait avoir besoin de comprendre ce qui s'est passé ici. Pourquoi cette montagne comptait?
Pourquoi la mort de John n'était pas vaine? Pourquoi certaines choses valaient la peine de se battre, de mourir, de vivre? Et quand elle a finalement posé le stylo, épuisée mais satisfaite, elle a regardé par la fenêtre la montagne sombre. Sa montagne, la montagne de John, leur montagne, protégée, pour toujours. Certaines montagnes cachent des secrets. Certaines montagnes tiennent leurs promesses. Celle-ci faisait les deux. Et Eleanor Garrison la garderait jusqu'à son dernier souffle. Le fantôme, la veuve, la gardienne, enfin chez elle.